à conforter dans l'intérêt de cet exercice. Et donc, l'exercice de cette année, c'est autour de la question du travail. Et la question telle qu'elle a été exprimée exactement, c'est est-ce que l'agroécologie se traduit obligatoirement par une augmentation du travail, si je me rappelle bien, sans trop déformer. Et l'agroécologie entraîne-t-elle nécessairement une augmentation du temps de travail? Donc, on est sur les aspects quantitatifs. La nouveauté, c'est que cette année, c'est une équipe de collègues qui s'est portée volontaire pour mettre en place ce chantier, préparer cette session, et notamment le travail préparatoire avec un étudiant. Et donc, c'est les collègues d'Ardennes qui se sont chargés de cet exercice. Et je trouve ça très bien. J'espère que ça la porte ouverte pour les prochaines sessions, à ce qu'il y ait comme ça des collectifs volontaires pour animer ces questions, parfois questions qui touchent plus directement, plus, oui, qui est plus proche, on va dire, des questions portées déjà par un collectif au sein du CIRA. Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Donc, je ne sais pas qui c'est qui va prendre le relais, si c'est Sarah ou Pierre, mais ce sont eux qui vont animer cette session et reporter l'ensemble du travail. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, merci Eric. Pierre, du coup, je te laisse passer les slides. Voilà, donc le déroulé là, de cet après-midi. Donc, après cette petite introduction par Eric, on va vous présenter le travail de l'étudiant sur les postures autour de la question du travail et de l'agroécologie, donc qui a été réalisé par Cyril Mercier, qu'on a accompagné. Ensuite, on va discuter, voilà, on va avoir des échanges sur cette présentation, sur des éclaircissements ou des commentaires, des compléments. Et ensuite, on va avoir un temps d'intervention par des chercheurs du CIRAD qui vont défendre une des grandes postures autour de cette dimension temps de travail qu'on a en particulier sélectionnée pour cet échange cet après-midi pour le webinaire. Donc, il y aura 4 personnes qui interviendront. Et on aura aussi un temps de discussion à la fin, une fois qu'on aura eu une vision d'ensemble des 4 postures. Et enfin, pour conclure le webinaire, Benoît Dedieu de l'INRAE nous fera part de ses réflexions sur ce qu'on aura raconté et faire peut-être une petite synthèse et des pistes d'ouverture. Nadine, je te laisse prendre la main là-dessus, s'il te plaît. Alors, là, on vient de vous soumettre un sondage. Alors, la première question, c'est est-ce que le travail en agriculture fait partie de vos thématiques et questions de recherche? Donc, vous avez le choix entre plusieurs options de réponse, modalités de réponse. Donc, dites-nous. Ça donne 2 minutes. OK. Alors, 24 réponses. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour un tiers d'entre vous, le travail, la question du travail n'est pas au cœur de vos recherches. Pour un tiers, c'est un aspect assez marginal dans vos recherches. Donc voilà, on voit que pour la majorité d'entre vous, et pour 20%, c'est un enjeu central. Il y a quand même 16% des participants qui déclarent que ce n'est pas du tout une thématique et une question de recherche. En tout cas, leur présence montre qu'ils sont curieux d'en savoir un peu plus. On avait préparé une seconde question. Alors, la seconde question, c'est sur quelle dimension du travail en agriculture avez-vous déjà travaillé? Donc là, normalement, vous avez la possibilité de choisir différentes options de réponse. Donc,
Là, on a 23 réponses pour le moment. Donc, j'imagine que ce sont les collègues qui ont déclaré plutôt travailler sur ces questions-là. Et on voit que c'est la question du temps de travail qui est la dimension la plus explorée dans les travaux. Vient ensuite la question de rémunération, pénibilité et égalité, satisfaction et autonomie. Ah, pardon, il y avait l'emploi juste un peu avant. Donc voilà, ça donne un petit panorama des... Ah, ça monte sur les questions de rémunération, mais ça donne un panorama des thématiques abordées ou des dimensions du travail abordées dans les travaux. OK. Donc Pierre, je te repasse la main. Merci Nadine. Et je repasse la main tout de suite à Sarah. Ok. Ping-pong. Donc voilà, on va présenter cette étude-là qui a été réalisée par Cyril Mercier pour analyser les postures et les controverses sur la question du travail en agroécologie au sein du CIRAD. Donc le premier objectif de ce travail, c'était d'explorer au sein de la communauté de chercheurs l'éventail des postures et des controverses qui pourraient exister entre le lien agroécologie et travail. Dans cette étude, on a décidé de privilégier 7 grandes dimensions, qui sont les dimensions principalement qu'on retrouve dans la littérature. Donc on va regarder ça avec le temps de travail, la dimension de la pénibilité, la satisfaction, l'autonomie, la rémunération, l'emploi et la santé. Donc on pourra y revenir plus en détail après dans les résultats. Donc l'objectif c'était de regarder cette question agroécologie et travail aussi bien pour des recherches au nord qu'au sud, mais avec l'intention d'avoir des informations uniquement auprès de chercheurs du Nord et en particulier auprès de chercheurs du CIRAD. Donc une fois ça posé, l'objectif ensuite c'était vraiment de déterminer les articulations possibles entre les différentes postures, éventuellement les controverses identifiées et les hiérarchies entre ces postures et ces controverses. En fonction notamment des contextes de recherche des différentes personnes, selon les systèmes de production, les zones géographiques, mais aussi en fonction des disciplines ou des départements d'origine des personnes avec qui on a travaillé. Donc, d'abord, pour cadrer un peu l'exercice, on a commencé à explorer la littérature sur cette articulation travail et agroécologie. La première chose, c'est qu'on trouve dans la littérature des synthèses autour de controverses sur l'agroécologie et plus généralement des synthèses sur les modèles d'agriculture durable, mais qui n'abordent pas du tout la question du travail de façon spécifique. C'est très très marginal dans ces synthèses. Et puis par ailleurs, on trouve des synthèses sur le travail en agriculture, mais où il n'y a pas de focale sur l'agroécologie. Donc quand on cherche à traiter de cette question travail en agroécologie, on est sur un ensemble de travaux qui sont entre guillemets éparpillés et qui portent sur les différentes dimensions du travail en agroécologie. Donc, parmi les 7 dimensions que j'ai déjà mentionnées, celle à ce stade, parce que la revue n'est pas complète, c'est un travail en cours, mais en tout cas, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que les dimensions les plus visibles, c'est temps de travail, rémunération et emploi, et ensuite pénibilité et satisfaction. On voit aussi dans la littérature qu'il y a une surreprésentation des problématiques et des recherches au nord. C'est en partie lié au biais de l'anglais. Il y a pas mal de publications qui sont certainement moins visibles parce que dans d'autres langues. Et puis, un point important que souligne la littérature, c'est le manque d'approche compréhensive et multidimensionnelle pour analyser cette relation, la question du travail en agroécologie.
Donc ça, c'est un point. Et elle souligne aussi le manque d'analyse des interactions entre les différentes dimensions. Donc une fois qu'on a dit ça, là, je vais donner juste quelques points saillants sur 3 dimensions qui sont les plus visibles. D'abord, le temps de travail, c'est en effet une dimension particulièrement plus facile à trouver dans la littérature, parce que la mise en œuvre des pratiques agroécologiques entraîne des changements très importants dans l'organisation et le temps de travail. Et là, on a des postures a priori en tension avec certains auteurs qui disent que l'agroécologie a tendance à créer plus de travail, et contre, voilà, avec une tension avec d'autres travaux sur agroécologie amènerait moins de travail. Sur la rémunération et l'emploi, on a des travaux qui insistent sur le fait que dans le cadre de l'agriculture biologique, souvent on a une meilleure rémunération, alors que pour d'autres référentiels, c'est beaucoup moins le cas. Et en termes d'emploi, il y aurait un potentiel plus faible de l'agroécologie du fait de ces principes, notamment qui favorisent les circuits courts ou le nombre d'intermédiaires. Sur la pénibilité et la satisfaction, enfin, il y a des travaux qui montrent que l'adoption des pratiques agroécologiques peut avoir à la fois des effets positifs et négatifs sur les différents aspects des conditions de travail. Et après, on retrouve un peu aussi des papiers où il y a plus d'emphase sur la pénibilité. Et enfin, il y a certains travaux qui vraiment insistent sur l'importance du travail et d'un travail vivant et de la satisfaction au travail qui serait au cœur de l'agroécologie et des modèles durables. Donc en somme, ce qu'on peut conclure un peu de cette revue de la littérature, c'est que c'est un champ vraiment en très forte expansion, qui n'est pas encore synthétisé, et que les controverses et la controverse dont on va traiter notamment cet après-midi sont encore souvent portées par des travaux où il y a soit une insuffisance, soit une absence de faits scientifiques, comme une base qui permet de comparer les réalités entre agroécologie et d'autres modèles. Ok, je vais juste rappeler juste les définitions qu'on a pris pour travailler, certaines des définitions. Donc, ce qu'on entend par controverse, c'est une situation dans laquelle il y a un différend entre plusieurs parties qui est mise en scène, sachant que chacune de ces parties va engager des savoirs spécialisés et qu'il n'y a pas une qui va parvenir à imposer des certitudes. Et une controverse est caractérisée par un enchevêtrement d'enjeux variés, par des valeurs, des faits. Ce qu'on a appelé posture, c'est l'avis qu'a la personne sur une question, la façon dont elle va l'argumenter, comment elle s'appuie sur ses arguments. Et la posture d'une personne va lui donner sa position par rapport aux autres, dans ce qu'on appelle la cartographie des controverses. Donc là, cet après-midi, on va avoir un petit peu cet exercice-là sur les différentes postures autour du temps de travail. Et enfin, l'approche qu'on a choisi d'avoir dans cet exercice, donc c'est une approche très large de l'agroécologie qui est centrée sur les pratiques qui vont mobiliser les différents principes, biodiversité, synergie, etc. Et c'est une approche large qui englobe du coup des formes d'agriculture durable assez variées, depuis l'agriculture biologique, l'intensification écologique, l'agriculture de conservation. Donc voilà, une approche large de l'agroécologie pour recueillir les narratifs et les dires des personnes. Ok, donc là, pour travailler, Cyril a sélectionné des personnes en essayant d'identifier des personnes qui ont des avis assez divergents et assez marqués du fait soit de leur discipline et de leur expertise voilà, dans différents domaines.
ou dans différentes régions du monde. Et à partir d'un premier cercle comme ça de personnes avec des avis divergents, il a mis en place un principe un peu boule de neige pour continuer à identifier d'autres personnes. On voit l'échantillon, là il est arrivé à interviewer au total 31 personnes avec une majorité de Cyradiens, hein, c'était voulu. Donc l'objectif c'était de couvrir au mieux une diversité de postures au sein du CIRAD, hein, sans prétendre à l'exhaustivité ou à la représentativité, et aussi d'avoir quand même un petit aperçu hors CIRAD en contrepoint pour voir, commencer à voir comment se situent les CIRADiens par rapport à d'autres acteurs de la recherche. Sur la méthodologie, donc, il a choisi de mobiliser un entretien compréhensif, donc qui favorise la liberté d'expression. Certains d'entre vous ont pu faire cet entretien avec lui, donc on voit très bien de quoi il s'agit. Il y avait quand même un cadre sous-jacent qui servait de fil conducteur, hein, en amont. Il a obtenu du coup une grande diversité d'informations et ça nécessitait ensuite une phase de retranscription qui a été assez longue, puis ensuite un traitement avec une grille d'analyse qui mobilisait notamment les 7 dimensions dont j'ai parlé au début, mais aussi d'autres dimensions, notamment sur la discipline du chercheur, ses terrains, les systèmes de production dans lesquels il étudiait, ou aussi des aspects sur les niveaux de transition agroécologique auxquels le chercheur se référait. Et donc, à partir de ces fiches de synthèse par chercheur, Cyril a organisé ensuite, a fait des recoupements, des regroupements et a mis en place l'identification des différentes postures. Okay, donc là, on voit les entretiens réalisés auprès de cet échantillon de 31 personnes. Hein. À gauche, on voit qu'on a un gros tiers d'agronomes qui ont réalisé l'entretien avec lui. Ensuite, on a un gros tiers d'économistes, agroéconomistes. Et puis, le dernier tiers se répartit entre d'autres sciences humaines et puis plus des sciences du vivant. Et des psychologues du travail. Je l'ai pas dit. Sur les thématiques, les dimensions du travail abordées, donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au début du séminaire du webinaire, pardon, avec la question que Nadine a proposée. On voit que le temps de travail a été vraiment la dimension la plus abordée par les chercheurs avec rémunération. Ensuite, moins de la moitié des chercheurs ont aussi abordé emploi et pénibilité et satisfaction. Et puis ensuite, on a un chercheur sur 3 qui a abordé la question de l'autonomie et de la santé. Voilà, donc là, on va présenter une synthèse des controverses. Je laisse Pierre commencer à dérouler cette synthèse. Ouais, donc à partir de ce travail-là, hein, la photo que vous avez vue avec les petits post-it que Cyril a fait, on a essayé de retracer en fait, comment dire, de retrouver d'identifier différentes postures en fait sur les différentes dimensions du travail. Donc les 7 dimensions du travail sur lesquelles on a décidé de travailler, qui sont le temps de travail, qui était un peu comment dire, la commande entre guillemets initiale du CTS agroécologie qui nous demandait plutôt de travailler là-dessus, et c'est d'ailleurs le titre aussi du webinaire aujourd'hui, mais je pense que voilà, comme Sarah l'a montré, l'idée c'était de dépasser en fait la seule dimension du temps de travail, parce qu'elle-même est souvent connectée à d'autres dimensions du travail. C'est ce qu'on va essayer un peu de montrer là. En tout cas, c'est ce qui ressort des entretiens qu'on a eu lieu. Donc on a le temps de travail, la pénibilité, l'autonomie, la rémunération, l'emploi, la santé, puis la satisfaction. Pour chacune des postures qu'on a identifiées,
des postures qui sont spécifiques à, disons, un système de production, un système agraire, un contexte un peu particulier, ou à une région un peu spécifique, qui peut être une région, une grande région, une grande zone géographique. Et puis il y a des postures qu'on a trouvées qui étaient, entre guillemets, valables partout. En tout cas, on n'arrivait pas forcément à distinguer des, qui n'étaient pas spécifiques à des régions ou à des systèmes de production. Et à partir de ça, ça c'est l'explication de la légende, hein, on a essayé de trouver des synergies entre les différentes postures et puis des postures qui nous semblaient être en tension. Tout ça, c'est un travail, comment dire, pas non plus complètement atterri, hein, à notre niveau avec Sarah et puis Cyril. Donc il faut le prendre aussi comme il est là à l'instant et on est preneur de vos retours et commentaires. Donc, première posture sur le temps de travail, qui est celle qui était quand même annoncée, très régulièrement, c'est le plus de temps de travail de certaines pratiques agroécologiques, parce qu'il y a des pratiques agroécologiques qui nécessitent du temps de travail, c'est plus de temps. Alors les pratiques en tant que telles, mais aussi tous les aspects, et ça répond peut-être à une question qui était dans le chat, à dire est-ce qu'on se concentre seulement sur les critères, les principes biophysiques de l'agroécologie? Non, c'est pas la démarche qu'on a adoptée, parce que c'est aussi derrière des pratiques liées à la commercialisation ou des pratiques liées à la formation qu'implique en fait une démarche agroécologique des exploitations qui demande plus de travail. Deuxième posture, c'est pas de changement sur le travail, de toute façon, et ça concerne plutôt des systèmes qui sont soit déjà très intensifs en travail, et c'est notamment le maraîchage qui est revenu à plusieurs reprises, quelles que soient les zones, en fait, le maraîchage, qu'il soit agroécologique ou pas agroécologique, de toute façon, c'est intensif en travail. Et plus globalement, les systèmes peu intensifs en intrants et peu mécanisés, donc des agricultures qui sont très manuelles, clairement une implication sur le temps de travail qui est nulle. Hop là. La troisième posture qui est de dire, en fait, l'agroécologie, non, c'est moins de temps de travail à terme si on a aussi une vision, disons, systémique de la transformation de l'exploitation et qu'on envisage cette transformation sur un pas de temps, sur un certain pas de temps. Et donc ça, on retrouve plutôt cette posture-là, moins en Afrique, disons, mais plutôt Europe, Amérique latine et Inde. C'est ce qui est ressorti des entretiens. Et puis la quatrième posture sur le temps de travail, qui était de dire, non, mais attendez, le temps de travail, en fait, c'est pas seulement ça, quoi. C'est pas seulement une question de temps, et il y a d'autres choses à envisager. Donc c'est les quatre postures d'ailleurs qui vont faire l'objet d'interventions dans la suite du séminaire, du webinaire par les chercheuses et chercheurs qui vont intervenir. Ensuite, la deuxième dimension qui a été le plus abordée dans les entretiens, c'est la dimension de la rémunération. Et là, on avait une posture qui était de dire, oui, l'agroécologie, c'est plus de rémunération via la baisse notamment des coûts de production. Et ça fonctionne, ça c'est ressorti notamment sur des systèmes qui sont intensifs en intrants, où effectivement l'agroécologie, derrière, il y a une diminution des coûts de production, donc un accroissement de la rémunération. Deuxième posture qui était de dire oui, c'est plus de rémunération l'agroécologie parce qu'on a une augmentation des prix des produits issus de l'agroécologie. Et que cette augmentation-là, après, selon les entretiens, est passée par deux canaux. Soit certains étaient soit c'était cette rémunération supplémentaire passée par des mécanismes de marché, donc des marchés de niche sur des produits via des systèmes de qualité, via des systèmes de circuits courts, via la mise en place de systèmes de protection garantie, donc différents mécanismes qui reposent sur des mécanismes de marché, et puis d'autres, dans d'autres entretiens, et les deux ne sont pas forcément antagonistes d'ailleurs, certains insistaient plutôt sur le plus de rémunération liée à la mise en place de régulations spécifiques par les États ou des communautés d'États, de taxes, de subventions, de paiements pour services environnementaux. Donc deux mécanismes différents, disons, pour accroître la rémunération du travail, des prix du produit issu de l'agroécologie. Une troisième, et ça c'était valable partout, hein, c'était en bleu, on la retrouvait un peu partout, quels que soient les systèmes de production des zones. Par contre, une des postures qu'on retrouvait plutôt en Afrique, c'était de dire avec l'agroécologie, en fait, il n'y a pas de rémunération supplémentaire, justement parce qu'il n'y a pas de valorisation des produits issus de l'agroécologie en Afrique, hormis les marchés de niche que j'évoquais avant. Je ne suis pas trop rapide. Ensuite, sur la dimension de l'emploi, là, on trouve deux postures. Il y a une posture qui a été de dire, ouais, l'agroécologie, ça permet de créer de l'emploi et il y a de la main-d'œuvre. Donc, c'est une posture qu'on retrouvait plutôt en Afrique, essentiellement en Afrique.
Et puis une autre posture qu'on retrouvait partout, qui était de dire non mais attendez, en fait, le lien entre agroécologie et emploi, il n'est pas si simple parce qu'il y a des zones aussi, il y a des pénuries de main-d'œuvre, en tout cas à certaines périodes de l'année. Et cette posture-là, on la retrouvait un peu partout, quels que soient les systèmes et quelles que soient les régions. J'arrive sur la pénibilité, où là, on a identifié 4 postures. La première qui était de dire l'agroécologie, c'est plus de pénibilité physique, et ça ressortait clairement plutôt sur l'Afrique, dans les discours des personnes. Le deuxième qui était de dire c'est moins de pénibilité psychique, l'agroécologie, ça ressortait plutôt en Europe. Donc certains ont parlé de charge mentale également liée à l'agroécologie, donc qui serait moindre. D'autres disaient en fait, on ne peut pas dire c'est plus ou c'est moins. La pénibilité, c'est subjectif. Donc il faut regarder voilà, qui parle et qui parle de la pénibilité et quand lui ou elle perçoit cette pénibilité-là. Et la quatrième, qui est celle de dire, où certains disaient, la pénibilité, en fait, elle est compensée par d'autres dimensions du travail. Que ce soit si c'est plus pénible, de toute façon, c'est compensé par d'autres dimensions du travail. Si on arrive sur la satisfaction, la posture, et la seule posture en fait qui est ressortie des entretiens, c'était celle de dire l'agroécologie est source de satisfaction parce qu'il y a plus de sens qui est donné au travail. Et ça, c'est une posture qui est ressortie par rapport à des exemples qui étaient donnés européens, enfin en Europe, mais pas dans les autres pays, dans les entretiens. Si on en revient à l'autonomie, il y a 3 postures, je crois, qui sont ressorties par rapport à l'autonomie. La première, c'est cette autonomie, l'agroécologie qui permet d'être plus autonome par rapport au marché, et notamment particulièrement dans des systèmes intensifs en intrants. La deuxième posture sur l'autonomie, c'était cette autonomie par rapport à l'État, l'État absent, mais c'était c'était quelque chose d'assez spécifique, notamment c'est-à-dire quand il n'y a pas d'État, en fait, il y a une prise d'autonomie de fait. Enfin, quand il n'y a pas d'État, ou en tout cas quand l'État ne soutient pas ou peu l'agriculture, il y a une autonomie de fait des exploitations par rapport à l'État. C'est pas très clair ça aussi. Bon, et puis la dernière, qui était sur le moins d'autonomie, alors là qui était valable aussi un peu partout parce que l'agroécologie c'était des compétences plus fines et que donc en fait on était on perdait en autonomie dans la difficulté aussi à se faire remplacer par d'autres personnes parce qu'on a développé et il faut avoir des compétences assez fines pour pouvoir, voilà, quand on s'engage dans l'agroécologie. J'arrive ensuite sur la santé où là on avait 2 postures où ce qui ressortait c'est une première posture notamment sur les systèmes intensifs en intrants que l'agroécologie permettait d'améliorer la santé au travail. Et une deuxième posture qu'on a un peu du mal à qualifier aussi avec Sarah, mais qui ressortait quand même, qui était de dire que cette question de la santé, c'était pas une raison du changement en fait, et ça ressortait surtout dans des exemples donnés par rapport à l'Afrique. Pas une raison du changement, en tout cas pas une raison de l'engagement, je dirais, dans l'agroécologie. Voilà. Hop. Je te laisse la parole, Sarah. Okay. Pour la suite. Donc, à partir des différentes postures un peu caricaturales qui ressortaient de l'ensemble des dimensions, à partir des différentes dimensions, on a aussi essayé de repérer dans le discours dans les entretiens les articulations que les chercheurs faisaient, que ce soit des articulations entre 2 dimensions à travers des synergies. Donc là, ce sera les petits pointillés verts. Et que tu peux y aller, Pierre. Ou alors des articulations, mais plutôt dans le sens d'une tension. Donc dans les discours, une première articulation qui est ressortie, c'était entre effectivement le temps de travail et la pénibilité, dans le sens où ceux qui vont dans le sens de plus de temps de travail font aussi le lien avec la subjectivité du ressenti de la charge de travail et donc de la pénibilité. Donc voilà, selon le ressenti des personnes, cette charge peut être plus ou moins pénible.
Et puis, un autre aspect sur le fait que, OK, il peut y avoir une charge de travail, un temps de travail plus important, mais cette pénibilité, elle peut être compensée par d'autres dimensions. Et notamment, là, il y aurait une articulation entre pénibilité et satisfaction. Ensuite, une deuxième articulation un peu en synergie, c'est entre l'autonomie et la pénibilité. Donc, ceux qui étaient sur une posture où l'agroécologie permet une plus grande autonomie par rapport au marché, hein, pour les systèmes intensifs en intrants, ça s'articulait avec le fait que quand on réduit quand on accroît cette autonomie par rapport au marché, on a aussi une moindre pénibilité mentale, une charge mentale moins importante. Donc moins de pénibilité psychique. Ensuite, sur les tensions. Ah oui, pardon, il y en avait une troisième, oui. Oui, voilà, donc là, il y avait une troisième articulation entre effectivement plus de rémunération via la baisse des coûts de production et effectivement cette plus grande autonomie vis-à-vis des marchés. Donc là, c'est assez direct comme synergie. Donc là, c'est 3 exemples qui sont ressortis, voilà, le plus. Et là, celle-là, je l'ai déjà commentée. Tu peux continuer. Ok, donc là, sur les articulations plus en tension, il y avait une articulation entre satisfaction, temps de travail et rémunération, notamment en Europe, où en fait, il y avait l'idée, c'était de dire, d'accord, l'agroécologie est source de satisfaction, hein, de plus grande satisfaction individuelle, collective, mais en même temps, elle peut effectivement induire une plus grande charge de travail, et cette charge de travail n'est pas forcément rémunérée voilà, à sa juste valeur. Donc, faire quelque part une tension en se disant, est-ce que la satisfaction au travail justifie voilà, d'aller vers plus de travail et une rémunération questionnable. Ensuite, il y avait une tension entre au niveau de la dimension de l'emploi en Afrique, l'agroécologie pourrait permettre de créer de l'emploi et de profiter du boom démographique. Et cette posture-là, elle est directement voilà, au cœur des débats sur l'emploi et la rémunération du travail en Afrique. Donc, est-ce que ce potentiel d'emploi, en face, il y a une rémunération supplémentaire qui est à la hauteur? Et aussi, ce qui apparaît aussi pas mal dans la littérature d'ailleurs, la question de la satisfaction et de l'emploi décent dans l'emploi en Afrique et au Sud en général. Donc voilà, c'était une façon d'illustrer ces interactions et ces articulations dans les discours et qui montrent que même si on a une posture ancrée dans une discipline, ou une entrée qui est guidée par notre discipline, il y a quand même dans l'argumentaire et la façon de dérouler les choses, beaucoup de chercheurs qui articulent ces différentes dimensions. En conclusion, voilà, on peut un peu conclure que c'est quand même un sujet d'intérêt, hein. C'est vrai que sur les 31 chercheurs interrogés, bon, on a eu un taux de rejet de notre sollicitation d'entretien, mais bon, on a quand même eu 31 personnes, hein, on aurait pu en faire plus. Donc c'est vraiment un sujet d'intérêt pour les chercheurs et chercheuses du CIRAD. Et c'est surtout voilà, le fait qu'on ait couvert l'ensemble des départements et des disciplines, on voit bien que c'est transversal dans les thématiques de recherche. On voit aussi que les postures dominantes recoupent largement les narratifs qui ressortent de la littérature, hein, temps de travail, rémunération en premier.
Donc on est un peu mainstream. Après, on peut aussi ajouter que au niveau du CIRAD, peut-être qu'on éclaire plus cette problématique au sud, ce qui est peu reflété dans la littérature. Donc c'est intéressant. Donc même si c'est centré sur certaines dimensions, on a vraiment une diversité des postures, hein, qui est, comme je le dis, liée au profil des chercheurs, à leur discipline, sur les systèmes productifs et les terrains sur lesquels ils sont. Et il y a vraiment un intérêt, et c'est l'ambition du CTS, hein, de clarifier cette diversité de postures sur travail et agroécologie au intra-CIRAD, d'identifier les points de convergence. On voit bien déjà avec ce petit échantillon qu'il y a un certain nombre de convergences, mais aussi de mettre à profit les divergences entre postures dans cette vision un peu plus compréhensive, pour voir les articulations et dialoguer entre chercheurs. Voilà la fin de notre petite présentation, qui a été peut-être un peu longue, mais on espère qu'il va susciter des commentaires, des questions. On peut faire une première série ça va faire peut-être des commentaires de clarification sur la démarche, et puis des questions, hein. On peut commencer un petit peu le débat. On va prendre une période de 15-20 minutes maximum, pour qu'ensuite, après, on passe à la présentation des 4 principales postures, si ça vous va. Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner? Sur le chat, vous avez des questions. Vous avez des questions sur les questions autour de la rémunération via la baisse des coûts de production, implique que les systèmes intensifs en intrants conservent le même niveau de production lorsqu'ils passent en agroécologie. Donc, il y a des débats autour de cette question de la rémunération, avec d'autres commentaires qui disent que il faut absolument une valorisation des produits issus de ces systèmes agroécologiques via un label bio, par exemple, et que sans ce type de labellisation, on ne peut prétendre à un prix premium. Enfin, je pioche par-ci par-là. Il y a une autre question surprenant que la santé ne soit pas une raison de changement en Afrique, voire le projet Santé et Territoire. Donc, je ne sais pas si vous voulez commencer à répondre à ces deux types de questions sur la rémunération et puis des dimensions manquantes qui ne sont pas ressorties. Il y a aussi un commentaire sur les questions de migration et de vieillissement de la population au Mexique qui font que il y a des difficultés sur la disponibilité du travail. Et ensuite, on aura Thibaut et Alice. Des questions aussi. Ouais, on peut peut-être répondre après. Je ne sais pas si on aura toujours des réponses, en fait, hein. Je pense que des fois, c'est aussi des commentaires que chacune pouvait faire. Comme on l'a dit, nous, ce travail, c'est vraiment issu d'entretiens qui ont été faits par Cyril, qu'on a discuté aussi avec lui. Donc, c'est un état un peu des lieux. Et après, chacun peut aussi se voir dans telle ou telle posture. Mais par rapport à la question je commence, puis Sarah, tu pourras compléter sur la santé comme changement. C'est effectivement, en tout cas, c'est pas. C'était ça, quoi. C'est pas de dire que la santé n'était pas importante, mais qu'elle n'était pas prioritaire. C'est ce que disaient les gens dans leur entretien, dans les prises de décision des gens pour aller vers l'agroécologie dans les exploitations, plutôt en Afrique, là. C'était ce qui ressortait, mais ce qui effectivement. Après, et pourtant, sur des fois des systèmes qui étaient relativement intensifs en intrants, ou en tout cas dans lesquels il y avait l'usage de pesticides, par exemple, qui ont un impact, et que les gens connaissent cet impact sur la santé, hein. C'était ce que disaient les gens dans l'entretien, mais que ce n'était pas forcément une des raisons de l'engagement dans du moins d'intrants et dans de l'agroécologie. Oui, et c'est toujours resituer la synthèse qu'on a présentée à l'échelle de cet échantillon de 31 personnes, hein. A priori, voilà, on ne peut pas en tirer de conclusion sur cette posture-là et cette dimension-là au CIRAD. Il y a peut-être effectivement d'autres chercheurs qui traitent ça, mais en tout cas, voilà, sur ces personnes-là, c'est très très peu ressorti et ça fait partie des dimensions les moins traitées. Voilà, donc c'est peut-être quand même, ça indique une petite tendance à
que ce soit une dimension moins abordée dans les travaux du CIRAD. C'est tout ce que c'est tout ce qu'on peut dire en tout cas. Moi, je peux peut-être réagir sur le retour de Frédéric Normand sur le fait que plus de rémunération via la baisse des coûts de production implique que les systèmes intensifs en intrants conservent le même niveau de production quand ils passent en agroécologie. Alors nous, on n'est pas pro de l'agriculture biologique, hein, donc, mais il me semble que des lectures que j'ai faites, il y a des travaux en tout cas qui montrent que c'est pas un différentiel énorme de production. Alors une fois de plus, hein, ça va toujours dépendre des systèmes de culture, du farming system dans lequel on est. Mais en tout cas, on peut penser que pour un certain nombre de configurations, ce niveau de production est pas très différent. C'est il me semble que c'est notamment Ludovic Temple, je crois qu'il en parle dans certains de ses travaux. À vérifier, mais voilà. Il y a peut-être des gens parmi les personnes présentes qui ont des... On passait pas la parole à Thibaut qui avait la main levée. Oui, mais merci pour cette présentation, puis pour aborder cette thématique du temps de travail. Alors moi, j'étais étonné de voir que, en fait, dans le maraîchage, l'agroécologie n'apporte pas de changement sur le temps de travail. Je vais juste vous citer une anecdote. Je suis tombé un jour sur un agriculteur qui était en train de traiter ses cultures de tomates, et je lui parle de l'agroécologie, d'alternatives aux pesticides, etc. Et là-dessus, il me parle de plein de choses. Il connaît plein d'alternatives, plein de solutions biologiques, l'intérêt d'utiliser du compost, etc. Et puis je lui dis, mais en fait, pourquoi vous êtes resté au conventionnel? Et en fait, il me dit que son problème, c'est l'irrigation. Et que s'il avait une motopompe et un système d'irrigation, eh ben, il pourrait faire un système agroécologique avec des biopesticides, de la matière, du compost et diversifier ses cultures. Mais en l'absence d'un système d'irrigation, il est obligé d'utiliser du chimique parce que sinon, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'utiliser cette technique-là. Et puis une autre chose aussi, c'est que quand on a travaillé sur les alternatives aux pesticides avec des extraits de plantes, un des problèmes qui ressortait, donc certes, les agriculteurs étaient vraiment intéressés pour des questions de santé. Bon, c'est vrai que nous, on avait pensé au départ que ça serait l'intérêt, la rémunération, parce que ça coûte rien d'utiliser des plantes de pesticides, vu qu'il y en a plein autour dans les fermes, et il suffit juste de les broyer. Mais donc ça, c'est une économie, ça marche. C'est vrai que pour les femmes en général, elles sont très demandeuses de ce genre de technique parce que pour elles n'ont pas d'argent. Donc le temps pour elles, c'est pas forcément le temps, elles peuvent en avoir, mais de l'argent, elles peuvent pas en avoir. Donc pour elles, c'est intéressant. Et pour les hommes, en fait, c'était effectivement, ça leur demandait du temps. Donc parce qu'il faut broyer, faut mélanger, puis on peut pas stocker, il faut utiliser rapidement. Mais par contre, dès qu'ils avaient un peu de mécanisation, genre un broyeur, et puis des contenants qui peuvent stocker les produits à l'abri de la lumière, etc. Là, pour le coup, là, ils sont preneurs. Donc, en fait, cette notion du temps de travail, elle est extrêmement importante et on peut la voir de plusieurs façons. Et j'ai bien aimé justement cette étude que vous avez faite pour essayer de débroussailler tout ça. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que l'agroécologie apporte des solutions, en tout cas. Parce que un des problèmes, c'est pas forcément le problème du temps, c'est surtout le problème du petit équipement, de la petite mécanisation, et puis de la connaissance, parce que beaucoup d'agriculteurs en fait nous disent que eux, ça les intéresse de connaître les alternatives aux pesticides chimiques en particulier, parce que en fait, un cancer à 50 ans, ça va les ruiner. Et ça intervient pas non plus dans les études économiques de savoir combien coûte la maladie dans les systèmes dans lesquels il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de couverture de santé. Et donc, une maladie liée aux pesticides, et il y en a, hein, on n'a pas les données, mais on le sait bien quand on regarde la fréquence d'utilisation et puis la façon d'utiliser sans protection, on se doute bien que l'impact, il est certain. Et ça, certains nous ont dit, hein, que, en fait, s'ils ont un cancer, s'ils chopent un cancer, ça va leur coûter des millions.
et que c'est leur famille qui va être ruinée et les enfants qui pourront plus aller à l'école et tout ça. Donc ils sont très demandeurs. Bien souvent, ils n'ont pas accès à la connaissance, ils n'ont pas accès aux méthodes alternatives. Et ensuite, une fois qu'ils y ont accès, bah, ils n'ont pas accès au petit matériel qui leur permettrait d'y aller. Ok, merci. Je peut-être pas forcément de réponse. Alicia, tu veux intervenir? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour ce séminaire, c'est vraiment intéressant. Moi, je voudrais rebondir sur un commentaire, un des premiers qui a été fait sur la répartition du temps de travail au sein des exploitations. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les coûts d'opportunité de ce travail et les questions de genre. Parce qu'en fait, le travail en plus, par qui il est fait dans l'exploitation, c'est pas la même chose si c'est fait par les hommes, par les femmes, par les enfants. On sait que, par exemple, le désherbage, c'est souvent fait par les femmes, ou même là, tout ce qui est récolte. Et donc, quelles activités, en fait, sur quelles activités elles prennent pour faire ce travail supplémentaire, parce que les journées, le temps est extensible, mais pas illimité. Du coup, quand on passe plus de temps à une activité, on passe moins de temps à une autre. Donc moi, j'avais un peu étudié ça en thèse, et notamment, j'avais montré que quand les femmes travaillent plus au champ, elles passent moins de temps aux soins, donc aux soins au sens large, au care, donc à s'occuper des enfants, à l'alimentation, etc., et à leurs activités génératrices de revenus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez dans votre revue de littérature trouvé des choses là-dessus? Et deux mini-questions. Donc, vous avez dit qu'en fait, la santé, c'est pas un moteur de changement, c'est pas un moteur prioritaire de changement. Donc, quels sont les moteurs prioritaires de changement? Est-ce que c'est des questions environnementales, de revenus? Et juste une petite anecdote, mais je pense que tout le monde a vu ça en Afrique. On voit souvent en fait les enfants qui avec le sac à dos avec les pesticides ou les engrais, et c'est eux qui passent les petits pulvérisateurs, parce je pense que les adultes les laissent faire ça parce que pour eux c'est peut-être amusant et puis c'est pas très laborieux. Et donc je pense qu'il va y avoir, si c'est pas encore le cas, des taux de cancer qui vont exploser. Mais je sais pas si c'est déjà visible ou pas. Donc voilà. Merci pour ces remarques. Je ne sais pas si on peut répondre sur le côté, comment dire, comme on l'a dit encore, ce travail il est loin d'être exhaustif. Puis nous, on n'est pas, je pense, vraiment, on n'a pas réponse à tout vraiment sur les questions, mais sur le premier point, sur la répartition du travail et qui le fait. En fait, c'est très transversal dans toutes les dimensions. Et on l'avait affiché au départ, mais on l'a pas affiché à la fin. Mais je pense que c'est quelque chose qui, quand on parle de subjectivité, par exemple de la pénibilité, derrière, il y a le pour qui, en fait. La perception, cette perception, elle va être différente selon le type de travailleur, selon le type de personne, enfin pour tout type de personne. C'est la question du temps de travail, effectivement, elle implique derrière une distribution de temps de travail qui peut être différenciée. La rémunération, elle n'est pas la même si on se place du point de vue de l'exploitation, du chef d'exploitation, des membres de la famille, des jeunes qui peuvent être rémunérés ou pas, ou bien des travailleurs salariés qui soient saisonniers, permanents, qui soient journaliers. Donc c'est vrai que elle est clairement transversale. Ouais, c'est une question du qui fait quoi un peu dans l'exploitation. On ne l'a pas représenté ici, mais elle est et se pose un peu partout. Sarah, tu veux compléter? Oui, c'était aussi par rapport à ta question sur la revue, là, est-ce qu'il y a des références là-dessus? En fait, des travaux qui traitent effectivement de l'organisation du travail dans l'agriculture familiale africaine, et en particulier par rapport à des exploitations qui mobiliseraient des pratiques agroécologiques. C'est vraiment un front de recherche assez récent. Il y a très peu de travaux. Sur lequel on est. Et oui, on est en train de faire un travail avec les collègues de l'INRAE là-dessus. Il y a déjà un rapport disponible, donc on partagera. Ouais. Mais oui, il y a quelques travaux sur genre, mais voilà, c'est vraiment très réduit. Rémi. Bonjour, merci beaucoup pour cette interaction et cette analyse
Et pour pour prendre en charge cette question du travail, c'est vrai que voilà, en horticulture en particulier, cette question du travail est importante et il y a beaucoup de points là qui sont abordés et qui ont une valeur particulière par rapport à l'horticulture, qui demande beaucoup de main-d'œuvre, qui demande beaucoup de connaissances, avec de la pénibilité. Il y a deux points qui apparaissent pas clairement et qui, en horticulture, sont quand même liés à cette notion de travail. Le premier, c'est la décence du travail, c'est-à-dire la qualité, euh, éthique, hein, du travail, ça va au-delà de la pénibilité, hein. Et puis le deuxième point qui me semble apparaît pas clairement, c'est le lien avec la, la digitalisation, la numérisation. Là encore, ça va au-delà de la mécanisation, hein, mais voilà, quelles sont les perspectives liées à ce changement euh, ce changement de technologie voilà, est-ce que ça va vraiment apporter un plus? Est-ce qu'il y a au contraire un danger que voilà, on ait un fossé qui s'éloigne encore plus entre les gens qui pourront utiliser des technologies avancées et puis ceux qui resteront avec la DABA ou en tout cas très très manuelle. Tu veux répondre à ça? Tu veux commencer? Je peux commencer, oui, donc sur la décence du travail, c'est vraiment, donc j'imagine que votre commentaire, c'était dans le cadre de l'horticulture en Afrique, plutôt qu'en Europe, ou c'était en Europe? Oui, mais en Europe aussi, hein, Ok. on se pose des questions quand même de la main-d'œuvre immigrée qu'on va faire venir dans des conditions pas faciles, qui sont sous-rémunérées, qui n'ont pas de couverture sociale. Enfin, donc, c'est dans les deux cas. Oui. Donc en fait, c'est pris en charge en grande partie dans la dimension satisfaction au travail. En fait, quand on parle de décence du travail, j'imagine que vous faites référence à tout ce qui se reflète aux conditions de travail en général et à tout un ensemble d'indicateurs qu'on pourrait décliner. C'est aussi le travail sous-rémunéré des femmes. Ouais, ça ferait partie de satisfaction au travail. Ça serait là-dedans, mais c'est vrai, alors pour avoir un peu exploré la littérature au sud et notamment en Afrique, il y a très peu de choses là-dessus. Et dans les travaux du CIRAD, en tout cas parmi les personnes qu'on a interviewées, c'est pas ressorti. Donc, mais on est complètement en phase avec ça, en tout cas. C'est vraiment quelque chose sur lequel qui peut permettre de déverrouiller les transitions. Ouais. Ouais. Et puis sur les points de digitalisation, mécanisation, c'est ressorti dans les entretiens, ça ressortait pareil, on l'a pas fait figurer là, on ne savait pas. Tu peux peut-être la mettre. Le faire, mais c'est vrai que elle est un peu loin aussi, je sais pas comment. C'est qu'il y a, en fait, il y avait justement un rôle un peu, ce qu'on avait identifié, on l'a pas mis pour pas surcharger, mais on partagera de toute façon. C'était qu'il y avait un rôle un peu controversé justement de la mécanisation sur ces différentes dimensions, parce qu'à la fois ça permettait, enfin certains sites pour diminuer justement la pénibilité. Sur l'emploi, est-ce que la mécanisation détruit l'emploi ou est-ce qu'au contraire elle en crée parce qu'on est sur des mécanisations partielles, en fait, des itinéraires techniques et donc finalement, in fine, ça peut créer l'emploi et ne pas en détruire. Puis dans les filières, ça peut, lié à la mécanisation, ça peut en créer. On a la compatibilité aussi de la mécanisation avec certaines pratiques agroécologiques, des cultures associées, l'agroforesterie par exemple. Donc c'était assez intéressant de trouver, je sais pas, c'est peut-être la prochaine controverse, on se disait peut-être du CTS agroécologie, de la mécanisation, parce que et là il y a des personnes qui travaillent dessus ici. Et c'était très transversal. L'attractivité que ça peut avoir. Sur l'attractivité aussi, exactement. Ça c'est sorti aussi. Et la numérisation aussi, c'est sorti un peu. Après, numérisation, des fois c'est un peu bon, bref, c'est aussi des sujets. Je vais me permettre d'intervenir pour dire qu'on en a 1 heure de séminaire. Il nous reste une demi-heure normalement. Donc si on veut. On n'a qu'une heure, on n'a pas 2 heures de séminaire?
Ah, pour 2 heures, ça va établir sur 2 On heures. était parti sur. Ok, ok, d'accord. Donc je laisse. Ok, mais non, mais tu as raison, On a, Eric, on va on a switcher. Il y a on peut-être. a fait 1 heure et demie, c'est pour ça que je ne me rappelle plus exactement le format qu'on avait choisi. Donc, ok, c'est vous qui gérez le temps, mais c'était juste pour me faire un peu l'avocat du diable. Et non, il y a peut-être une. Alors, je sais pas, c'est peut-être de réagir. Là, il y a un petit débat aussi dans le chat sur les moteurs de changement de l'agroécologie. Et est-ce que ce sont pas les bailleurs de fonds qui sont un peu les moteurs de changement aussi sur l'agroécologie? Et ça fait penser à un entretien, une personne aussi qui a été interviewée qui a parlé de ça. Et je crois qu'il a d'ailleurs publié un papier là-dessus, là, au Sénégal, justement. Donc, peut-être Robin, comme tu connais peut-être aussi, mais qui parlait aussi de tous ces projets sur l'agroécologie et cette fameuse nécessité de mieux rémunérer l'agroécologie et donc de la création de marchés spécifiques et ces marchés de niche un peu spécifiques. La question qui se posait derrière et que posait ce chercheur-là, c'était de dire en fait pour qui ces marchés spécifiques, quoi. Et est-ce que c'est pas finalement pour une classe moyenne supérieure des grandes villes africaines qui eux-mêmes en fait sont dans ces projets aussi agroécologiques, donc une sorte un peu de niche à la fois à l'échelle de la comment dire sur l'offre en fait et sur la demande en produits agroécologiques. Ça faisait un peu penser aux commentaires qui avaient lieu dans le chat. C'est pour ça que je dis ça, on pourra vous faire passer le papier. Je ne sais pas si Romain tu veux intervenir là-dessus, puis après on peut peut-être passer Au témoin. au témoin. Non, c'est un bon point que tu as marqué. Là, en fait, oui, non, il y a plein de petits points que j'ai marqués dans le chat, mais c'est pas la peine de les développer là. On reprendra les discussions encore après. Écoutons la suite. Il y avait Marcel qui avait la main levée. Pardon, excuse. Marcel. Marcel? Non. Marcel. Ça doit être une main très très virtuelle. Une vieille main. Okay. Okay. Bon, ben, on peut passer à la suite à ce moment-là. Et donc, on a donc quatre postures qui aujourd'hui, on a souhaité un peu illustrer, c'est les postures centrées autour du temps de travail, avec une première posture qui sera défendue, je dirais, par David Baer de l'UPR AIDA. L'agroécologie, c'est plus de temps de travail. Une deuxième posture qui est l'agroécologie, c'est moins de temps de travail à terme quand il y a une transformation systémique de l'exploitation et qui sera défendue par Éric Sabourin de l'UMR Ardev. Une troisième posture, le travail en agroécologie, ce n'est pas seulement une question de temps, qui sera défendue par Tetske Becker de l'UMR Innovation. Et puis le quatrième joueur, ou plutôt joueuse, interviendra sur la posture 4. L'agroécologie peut être un moyen de mieux rémunérer le travail et de créer des emplois, défendue par Marie-Hélène Daba de l'UMR Ardev. Sans plus tarder, David Baer, tu as la parole sur cette première posture, plus de temps de travail, c'est-à-dire celles et ceux qui abordent l'augmentation du temps de travail avec une entrée plutôt agroéconomique, centrée sur la pratique, qui associe agroécologie et augmentation de la quantité de travail du fait de la diminution des intrants de synthèse. C'est la manière dont on l'a résumé. J'aime beaucoup ta manière de redonner de l'énergie au groupe par ta verre. Ah. Belle tentative. Oui, donc quand Pierre et Sarah m'ont demandé ça, je me suis pas posé des questions très philosophiques. Je suis allé chercher ce qu'on avait sur l'étagère en ce moment, parmi les projets qu'on a, etc. Et il s'avère qu'un des doctorants qu'on a sur le projet Faire Sahel au Burkina venait de passer un petit bout de temps à demander à une centaine de paysans à Naluongo, un village proche de Ouagadougou, malheureusement parce que il fallait travailler proche des villes pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'ils faisaient ou pas les 4 pratiques que vous avez face à vous dans le petit carré en bas, c'est-à-dire de l'interculture, donc on met des lignes de sorgho et des lignes de nébier, céréales légumineuses, 2 lignes de chaque, donc vous avez 2 lignes de sorgho à côté, 2 lignes de nébier, c'est ce qui est un peu nouveau, on le fait rarement comme ça. Soit des rotations, alors parfois ça se fait, notamment au sud avec maïs coton, mais dans le nord parfois un peu moins, on voit beaucoup de monoculture de sorgho, et ou de niébé d'ailleurs. Vous avez une autre pratique qui est l'association traditionnelle, donc là dans le même trou, on va aller mettre le sorgho et le niébé, et comme nos grands-mères le faisaient dans le Béarn, le haricot va tourner autour du maïs, là c'est le niébé qui va tourner autour du sorgho. Et le zaï, qui est donc une technique que vous connaissez bien, qui est assez symptomatique des contraintes de l'agroécologie, parce que c'est un vrai cauchemar. Il faut faire un trou quasiment pour chaque plante que vous avez plantée, vous faites un trou à la pelle ou à la bêche ou à la daba
Donc c'est assez symptomatique des pratiques qui génèrent du travail parce que euh, honnêtement, j'ai très rarement vu en Afrique du zaï fait ailleurs que dans un projet, ou alors c'est des plus petits zaï, etc. Donc, sur la gauche, vous avez ceux qui font ces pratiques-là. Ils ont répondu yes. Et pourquoi ils ont répondu yes? Eh bien, vous voyez les raisons en haut à gauche jusqu'à en bas. Donc, vous voyez qu'ils le font plutôt pour améliorer leur rendement, pour améliorer leur sol, etc. Je vous laisse lire tous les critères. Et puis, il y a ceux qui ont répondu non. Est-ce que vous faites ces pratiques-là? Eh bien, il y en a qui ont répondu non. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le travail arrive assez souvent, finalement. On voit que pour l'association enfin pour le ZAI, les points importants, c'est pour le ZAI. Donc on voit que quasiment 50% des paysans disent non, moi je le fais pas à cause du travail. Et effectivement, on se rend compte que, enfin, faut bien vous imaginer qu'au lieu de faire des grandes lignes de but, vous allez devoir faire un trou quasiment pour chaque plante. Donc c'est beaucoup de travail. Euh, donc c'est pas quantifié, on sait juste qu'il y en a et on sait pas. Je pense qu'il y a des études qui l'ont fait, mais nous on le quantifie pas. On constate juste que c'est une contrainte. Et on voit aussi que sur l'association de lignes, c'est aussi plus de travail parce que si vous voulez, le calendrier de l'itinéraire technique, en gros, va être un peu perturbé parce que quand il va falloir passer entre les lignes, je passe pas entre mes lignes de sorgho en même temps que je passe entre mes lignes de niébé, donc il va falloir que je modifie un peu tout mon calendrier agricole. Et donc, en gros, ça va changer ma manière de travailler. Alors, bon, nous, on est agronomes, hein, donc on est très naïfs sur ces sujets-là, mais pour nous, ça évoque un peu cette notion aussi de pénibilité, parce qu'on voit qu'il y a une forme de perturbation du mindset du paysan, de se dire, ah, mais alors attends, comment je vais récolter? Le niébé, souvent, on le récolte en plusieurs fois. On vient une première fois, on récolte les haricots qui sont mûrs, puis on va venir plusieurs fois. Et c'est pas pareil si mon niébé il est caché au milieu du sorgho. Donc voilà, il y a un petit bouleversement de la manière de gérer le travail pour ces technologies-là. Donc voilà, on l'a vu sur le ZAI, on l'a vu sur l'intercropping et aussi sur l'association traditionnelle qui va effectivement prendre pas mal de temps pour être semée en même temps, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a observé, vous voyez, de manière très naïve, hein. Nous, on pose des questionnaires, on quantifie pas grand-chose, sinon quel est le niveau de contrainte? Moi, à titre, là, je vous le représente pas avec des chiffres, mais là, je vous le parle juste de mon sujet de recherche, qui est la biomasse, qui est souvent montrée comme la solution. Quand on réduit les intrants, quand on réduit plein de choses en agroécologie, on parle biomasse. Bon, la biomasse, ça pèse, hein. La biomasse, il y a masse dedans, c'est pas par hasard. Il y a de la flotte aussi dedans. Donc, juste avant, là, j'avais 10 minutes. J'ai essayé de vous trouver l'équivalent d'un sac de NPK en charrette de fumier. J'ai pas réussi à le trouver sur Internet. Mais voilà, la biomasse, le compost, le fumier, les résidus de culture, tout ça, c'est évidemment des solutions agroécologiques, mais ça pèse lourd, ça prend du temps et ça se transporte aussi, ça va loin. Donc, c'est des contraintes que pareil, on arrive à mesurer. Souvent, en matière d'enquête, on est rarement beaucoup plus précis que les enquêtes. On n'est jamais allé voir vraiment le nombre d'heures passées à gérer les résidus de culture, etc. Et ensuite, j'ai pris un dernier petit exemple qui est en ce moment pour dire que du coup, on essaie de creuser un peu plus maintenant dans nos modèles à l'échelle d'exploitation. En ce moment, à Madagascar, Krishna Nodin dirige une thèse là dans le projet Dynamique. Et j'essaie de filer un coup de main un peu sur le modèle CLEM, qui est donc un modèle crop livestock, donc interaction agriculture-élevage. Et on essaie d'être assez fin sur les moments où on va créer des pics de travail. C'est-à-dire, c'est pas juste, OK, il y a plus de travail, il y a moins de travail. C'est qu'à Madagascar, ils ont des systèmes de culture très complexes avec des tomates, des haricots, du maraîchage, du riz, etc. Et on va vraiment essayer d'aller cibler pour quel type de gens, pour quel type d'activité, à quel mois cette pratique agroécologique va te créer un tout petit surplus que tu vas pas pouvoir gérer. Ou alors, il va falloir de la main-d'œuvre salariée, etc. Donc, c'est une manière un peu brute, hein, encore une fois, juste de rentrer un nouveau système, de dire, OK, l'agroécologie, c'est mieux avec des légumineuses. Regarde, on rajoute des légumineuses, on met les paramètres et on voit dans le modèle en le faisant tourner sur 3-4 ans, ah, ça va te créer un pic de travail ici, ici, ici. Et donc là, on peut aller discuter avec le paysan et dire, OK, comment on le gère ce pic de travail, comment tu penses que tu peux le gérer, etc. Voilà, c'est juste ça. Ouais, 5 minutes. Merci. Merci David. Ces 5 minutes sont écoulées, désolé. Ah, mince. On va passer à la posture numéro 2. La posture numéro 2, l'agroécologie, c'est moins de temps de travail à terme quand il y a une transformation systémique de l'exploitation. Je vais donner la parole à Eric. 5 minutes, c'est parti. Merci, bonjour à toutes et à toutes.
Bon, alors les témoignages d'agriculteurs que je rapporte de nos enquêtes au Brésil dans le cadre des projets ATER et TAF ont été également validés ou vérifiés par des diagnostics d'exploitation Quanti-Cali via la méthode Loumé. Donc les agriculteurs avec lesquels on a travaillé reconnaissent que certaines pratiques ou techniques peuvent être plus exigeantes en travail dans le cadre d'une transition ou d'une conversion agroécologique, mais que ce travail, réparti sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble des membres de la famille, ne constitue pas un facteur de blocage à la transition. Alors il faut situer ces contextes dans les deux cas que je propose. Alors le premier cas, c'est celui d'une agriculture familiale paysanne dans l'agreste de l'État de la Paraíba au nord-est du Brésil. Donc c'est un système de production qui associe polyculture élevage, maïs, haricots et petit élevage, à une culture de rente. Alors dans le système qui est très très peu mécanisé, essentiellement manuel avec la traction animale. Donc autrefois en conventionnel, la culture commerciale c'était le coton, la pomme de terre, l'anis, l'agave, un peu de tabac à une époque. Et aujourd'hui, en agroécologie, il s'agit essentiellement de maraîchage ou d'arboriculture en agroforesterie. Alors, bien entendu, dans le cas de l'agroforesterie, comme c'est le cas partout dans le monde, il y a un pic de travail au début de la mise en place de l'agroforesterie et qui va ensuite se réduire. Dans tous les cas, le système conventionnel est déjà lourd au niveau travail. On utilisait peu d'intrants chimiques, en dehors de ceux qui étaient alloués à la culture de rente. Et donc le passage au maraîchage comme culture commerciale, il exige beaucoup plus de travail au moment de la récolte de certaines espèces, mais rapporté à l'ensemble de la famille, femmes et enfants, il n'est pas considéré comme un surtravail par rapport au modèle conventionnel. Et il considère également les agriculteurs que ce travail, il rémunère mieux les tâches qui peuvent être assumées par les enfants, comme la fabrication de bio-intrants domestiques dont les excédents sont vendus, ou par les femmes, notamment la vente directe à la ferme ou sur les marchés. Alors après, dans ce cas de la Grèce de la Paraíba, il faut noter qu'il y a beaucoup de minifundium, et donc énormément de jeunes agriculteurs en début de carrière ont accès à des surfaces si réduites qu'elles ne permettent pas d'occuper l'ensemble du temps de travail de la famille et exigent une phase de pluriactivité. Et donc le but des agriculteurs, de ces jeunes, c'est ensuite de passer, d'avoir accès à de nouvelles terres pour pouvoir cesser la pluriactivité, qui est souvent un travail salarié. Et dans le second cas, qui est tout à fait au sud du Brésil, vous pouvez voir la flèche, c'est le littoral nord de l'État du Rio Grande do Sul, au nord de Porto Alegre. Même système d'agriculture familiale, et la culture commerciale, c'est la banane, et essentiellement beaucoup de bananes bio. Et dans le cas de la conversion bio, qui peut s'effectuer sur 2 à 4 ans, on réduit tellement le nombre d'applications de traitement de bio-intrants au lieu de pesticides et d'engrais chimiques qu'on arrive à faire baisser le coût de production, mais également le temps de travail. Alors bien entendu, comme très souvent, le rendement est bien inférieur au conventionnel en début de conversion bio, mais il devient peu à peu équivalent. Le coût de production est donc inférieur à celui de la banane conventionnelle. Le prix obtenu peut aller jusqu'au double et il permet également une meilleure rémunération de l'ensemble des agents de la filière. Alors il s'agit d'un marché régional dans la région métropolitaine de Porto Alegre. Voilà, donc ces deux cas, je crois qu'ils invitent à considérer l'analyse de la transition à l'échelle de l'ensemble du système, y compris familial, et de l'ensemble du cycle de production, voire de conversion. Merci. Bien, merci, Eric. 4 minutes 30. Parfait. On va passer à la troisième posture. Le travail en agroécologie, ce n'est pas seulement une question de temps, défendu par Tetsuke Baker, donc Tetsuke, même exercice, 5 minutes. On t'écoute. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis chercheuse en agronomie et je m'intéresse aux questions de travail et de mécanisation dans les exploitations familiales. Et donc ma posture, c'est de dire qu'effectivement, il faut regarder d'autres dimensions du travail quand on cherche à évaluer le travail dans l'agroécologie.
Donc pour argumenter, j'ai une première figure qui est issue d'une revue de la littérature sur les différentes communautés scientifiques du travail en agriculture. Et donc déjà, on voit qu'il y a différentes disciplines, différentes communautés scientifiques qui travaillent sur ces questions de travail, même si ce n'est pas spécifiquement lié à l'agroécologie. On a des travaux sur la gouvernance du travail dans les chaînes agroalimentaires, des travaux sur les dynamiques de marché du travail et sur l'allocation de la main-d'œuvre. Une communauté un peu à part sur tout ce qui est santé au travail, une communauté aussi beaucoup représentée par les zootechniciens sur l'organisation du travail dans les exploitations, et enfin un ensemble de travaux qui plutôt s'interrogent sur les questions de travail, genre et vulnérabilité. Donc il existe déjà différents approches et différents concepts pour parler du travail dans différentes disciplines et communautés scientifiques, même si elles ne sont pas toutes forcément beaucoup en interaction. Et ensuite, le deuxième point, c'est que donc on peut observer que les agronomes sont relativement absents de ces différentes communautés scientifiques qui travaillent sur le travail. Et donc mon deuxième point, c'était une proposition de positionnement en agronomie système qui a été faite lors de la dernière AG de l'Association française d'agronomie pour justement parler des méthodes, des concepts, des échelles pour se positionner sur le travail en agronomie système. Et donc on retrouve bien sûr l'importance des indicateurs, on va dire économiques, le temps de travail, la productivité du travail, mais c'est aussi très important de s'intéresser à l'organisation du travail, les différents travaux de saison, les concurrences dans les calendriers de travail, la façon dont les agriculteurs vont adapter la conduite de leur culture selon les événements climatiques, selon le niveau de priorité de la parcelle, donc plutôt l'organisation du travail. C'est important aussi de s'intéresser, notamment si on veut amener des changements, à la question de la répartition du travail, de la répartition entre les différents types de travailleurs, les travailleurs familiaux, les hommes, les femmes, les travailleurs temporaires, journaliers ou bien permanents, mais pas seulement la répartition du travail, mais aussi la question de la répartition de la pénibilité. Donc on peut étudier la pénibilité à la tâche, mais aussi la répartition de la pénibilité dans des systèmes de culture. Et par exemple, si on prend le cas de la mécanisation en Afrique de l'Ouest, dans les zones cotonnières, on est en train de motoriser des opérations qui sont pénibles parce qu'elles demandent beaucoup de puissance physique, comme le labour. Mais par contre, les opérations qui sont fastidieuses parce qu'elles demandent beaucoup de précision, comme les semis, le sarclage et la récolte, elles ne sont pas encore mécanisées. Et donc, sur qui va retomber cette pénibilité? On peut aussi se poser la question de qui va prendre les risques de l'application des herbicides et des pesticides qu'on a mentionnés tout à l'heure. Est-ce que c'est les temporaires? Est-ce que c'est les travailleurs familiaux? Et ensuite, on a deux dimensions pour lesquelles en tant qu'agronome, on est peut-être assez mal équipé pour en parler. C'est toute la question du sens du travail, de la satisfaction au travail, comment le rapport à la nature change quand on met en œuvre des systèmes agroécologiques, la qualité de son travail, sa satisfaction. Et enfin, il y a aussi une dimension de travail caché qui est très importante à considérer, notamment pour des transitions agroécologiques, où on va avoir besoin, puisqu'on se repose sur des processus écologiques, de plus de temps d'observation des cultures, de gestion, aussi d'échanges entre pairs pour se former, pour apprendre. On a des travaux aussi de reconception des systèmes de culture, et tout ce travail-là est un peu caché quand on parle uniquement de temps de travail à la parcelle ou au système de culture. Et donc pour conclure, en fait, mon positionnement, ce serait de dire qu'il faut identifier les différentes dimensions à explorer selon les situations, selon les objectifs, les questions qu'on se pose, les contextes aussi, les échelles qu'on aborde. C'est très important d'inclure le point de vue de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses, notamment les salariés temporaires et les femmes ou les jeunes. Et donc, ça demande de travailler en interdisciplinarité. Je crois que c'était un peu aussi la conclusion qui est ressortie de la présentation de Pierre et Farah. Voilà. Merci, c'est peut-être 5 minutes pile, pas de pénalité. Dernière posture,
l'agroécologie peut être un moyen de mieux rémunérer le travail et de créer des emplois que Marie-Hélène Daba de l'UMR Ardève va nous présenter. Marie-Hélène, à ton tour. Merci, bonjour à tous. Alors, moi, je suis allée chercher sur mes étagères des études réalisées dans le cadre du projet Vissier-Faudy, à la demande de mes collègues d'Ardève, pour défendre cette posture de circonstances. Alors, Vissier-Faudy, c'est un partenariat Agri-Natura Union européenne. C'est un projet qui a démarré en 2016 et qui a analysé une cinquantaine de chaînes de valeur à travers le monde. Ce projet analyse les chaînes de valeur à la demande des délégations de l'Union européenne pour venir en appui au dialogue politique dans les pays, soutenir les opérations de l'Union européenne. Donc, ces études ont été réalisées à partir d'un cadre méthodologique qui combine plusieurs types d'analyses, fonctionnelles, économiques, sociales, environnementales. C'est une approche quantitative qui cherche à produire des évidences sur les chaînes de valeur. Pour chaque étude, les chercheurs, experts d'Agri-Natura construisent une typologie d'acteurs qui tient compte de la diversité des situations sur le terrain. Aucune étude n'a construit sa typologie de producteurs sur un critère purement agroécologique, c'est-à-dire des producteurs agroécologiques d'un côté et puis non agroécologiques d'un autre. Mais j'ai choisi de vous parler ici de deux études qui réunissent plusieurs conditions. Notamment, les experts ont construit une typologie de producteurs sur un gradient agroécologique, c'est-à-dire un gradient qui va de systèmes conventionnels vers des systèmes agroécologiques, et des comptes détaillés concernant l'emploi, le temps, la rémunération du travail salarié en particulier. Donc, ces deux études sont ananas au Bénin et cacao au Cameroun, auxquelles ont participé des chercheurs du CIRA, de l'Université de Liège-Jean Blou et de Wageningen. Les situations comparées ont été ananas conventionnel et ananas biologique pour le Bénin, cacao en savane et cacao sous ombrage en agroforesterie pour le Cameroun. Alors, je sais bien que le bio, l'agroforesterie ne sont pas en soi des systèmes agroécologiques, dans le sens où ils ne remplissent pas tous les principes de la FAO ou de l'HLPE, mais ils s'en rapprochent. On regarde aussi d'ailleurs dans ces études Vissier-Faudy les thèmes des conditions de travail, de la gouvernance des terres, de l'égalité de genre, qui font partie de la définition de l'agroécologie, mais que je n'aborde pas ici. Alors, je me suis appuyée sur les comptes des acteurs construits à partir de données existantes et d'enquêtes par les équipes d'experts. Certains éléments de ces comptes figurent dans les graphiques de la diapo de façon très agrégée. Il faut dire que dans les deux cas, la taille des parcelles et des rendements sont identiques ou assez proches pour les deux systèmes, d'après les experts qui ont réalisé ces études. Alors, on voit qu'on améliore le bénéfice du producteur aussi bien avec l'ananas biologique pour le Bénin, le revenu augmente de 120%, qu'avec le cacao sous ombrage pour le Cameroun, où il augmente de 65% par rapport à des systèmes de référence non agroécologiques ou plus en amont sur le gradient dont je parlais. Alors, dans le cas de l'ananas au Bénin, cette amélioration du bénéfice, c'est-à-dire de la rémunération du travail familial, est due à la forte augmentation du prix unitaire de vente de l'ananas, qui permet aux producteurs bio de se positionner sur des marchés beaucoup plus rémunérateurs, le marché de la transformation à destination du marché européen, et de compenser le surcoût en travail que cette production suppose. Donc, en effet, il y a plus de travail, du travail plus qualifié et donc mieux rémunéré. Et l'augmentation aussi du coût en intrants, ça permet de compenser tout ça. Il y a une augmentation du coût en intrants malgré une légère substitution d'intrants naturels aux intrants chimiques, de la fiente plutôt que de l'engrais. Dans le cas du cacao au Cameroun, cette amélioration du bénéfice est due à la forte baisse du coût du travail en agroforesterie plutôt qu'en savane, malgré l'augmentation d'autres coûts et notamment des produits chimiques. Alors en conclusion, je dirais que dans les deux cas, le travail de l'exploitant et de sa famille est mieux rémunéré. Ça se voit très nettement
pour l'ananas biologique qui se vend à des prix plus élevés sur des marchés plus rémunérateurs. C'est aussi le cas du cacao sous ombrage au Cameroun, surtout si on tient compte du fait qu'il n'apparaît pas ici que le producteur vend aussi certains autres produits issus du système agroforestier, pas seulement le cacao, contrairement au cacao en savane. Et dans le cas de l'ananas au Bénin, il y a en plus création et qualification de l'emploi salarié ou assimilé avec une meilleure rémunération. Le cas du cacao au Cameroun est moins probant de ce point de vue car il y a moins de travail. Voilà. Merci beaucoup Marie-Hélène. Pareil. Je vous en prie. Le temps était respecté. Juste avant de passer à la discussion, on vous avait 2 slides parce qu'on avait envoyé un petit questionnaire en ligne auquel à peu près 35 personnes ont répondu pour justement vous positionner un peu sur ces 4 postures qui viennent d'être présentées par les intervenants. Donc, premièrement, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est des gens de ES et Persiste qui ont répondu. On n'a eu personne donc de BIOS. Hein. D'ailleurs, dans les personnes interviewées, je crois qu'il y a une personne de BIOS dans les entretiens du stage seulement. Bon, je vais passer rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition des postures et voir s'il y a un peu un effet, entre guillemets, de la discipline. Donc sur la première posture présentée par David, 22% des personnes qui se situent plutôt sur cette posture-là, 11% sur la deuxième posture présentée par Eric, 33% sur la troisième posture présentée par Tetske, et puis 28% sur la dernière posture présentée par Marie-Hélène. Et quand on regarde si on a un effet, entre guillemets, discipline, et autre chose, il y a 2 personnes aussi, 6% des personnes interviewées qui se retrouvaient dans aucune posture. Si on regarde, essaie de voir s'il y a un effet un peu discipline. Alors, majorité d'agronomes ont répondu à ce questionnaire. Je n'ai pas présenté sur la salle d'avant, mais c'est à peu près la moitié des personnes qui ont répondu sont des agronomes. Et ensuite, ça se répartit dans une diversité de disciplines. Et ce qui est intéressant de voir, premièrement, c'est que justement les agronomes se situent plutôt sur les 3 premières postures, mais un peu moins sur la 4e, où on trouve là une diversité en fait de disciplines beaucoup plus présente. Donc finalement un équilibre entre trois postures, une qui l'est un peu moins, la posture 2, et puis il y a des gens qui se retrouvent aussi dans aucune posture du tout. Voilà, c'était les petits résultats. On peut passer à une période assez rapide. Je pense qu'on peut se donner peut-être 10 minutes si certaines veulent intervenir suite à la présentation des postures. Évidemment, tout ça, c'est des débats sans fin, hein, donc on va pas clore les choses aujourd'hui, et c'est pas l'objectif. Mais si certaines veulent réagir pour que derrière on ait du temps pour la conclusion. Alors sur le chat, des collègues ont envoyé des ressources intéressantes, donc sur des travaux. Alors c'est Bruno, je ne sais pas si Bruno tu veux dire un mot, mais sur des travaux qui ont été menés en Inde dans le cadre de la prospective collective agroéco 2050. Donc les ressources ont été partagées, donc beaucoup de ces questions ont été abordées et ont intéressé a priori les acteurs de terrain. La démarche est répliquée au Sénégal et Tetske aussi nous partage des infos sur de futures animations qui auront lieu organisées. Alors c'est par l'Association française d'agronomie en novembre. La prochaine réunion c'est le 10 novembre et a priori il y a toute une série de webinaires sur ces questions-là. Donc elle a également partagé l'info. Et puis sinon il y a des questions peut-être qui sont plus générales sur des systèmes qui seraient, alors comment il dit David, toutes les dimensions de l'agroécologie. Bon, alors il y a eu plusieurs échanges autour de ça, mais bon, je pense que c'est un petit peu plus large que notre controverse. Et donc voilà, je ne sais pas si il y a des collègues qui Eric veulent... juste qui avait levé la main, je crois. Oui. Oui, merci. En fait, d'abord, je voulais vous dire combien c'est passionnant et c'est vraiment intéressant que vous ayez monté cette controverse. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que ces 4 postures, il n'y a pas de controverse pour moi. Parce qu'en fait, ce que vous avez montré, de par ma compréhension au moment de vous avez exposé, chacun, les 4,
C'est qu'en fait, il y avait des conditions qui faisaient que on pouvait valoriser ou pas ce travail. Évidemment, le prix premium, parce qu'on labellise en agriculture biologique, c'est fondamental. Ça, on le sait depuis 10 ans, 20 ans, et effectivement, c'est aussi vrai dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et en fait, la question, vraiment, moi, ça me passionne, en fait, et je trouve qu'il faut qu'au CIRAD, on se mobilise davantage sur cette question, et aujourd'hui, c'est un joli jour de ce point de vue-là. La question que je me posais, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de controverse pour moi. Contrairement, par exemple, à la controverse que vous aviez organisée, Eric et Nadine et Jean-Philippe, sur est-ce qu'on peut utiliser des engrais minéraux en agroécologie. Voilà, on était plus dans la controverse. Là, aujourd'hui, on est plus dans, finalement, la question de la multifacette du travail, la question de comment, en fait, je le reformule de ma manière pour vous faire réagir, en fait. C'est comment optimiser le travail disponible, c'est-à-dire le temps, le timing, le type de travailleur, la formation des travailleurs, etc., pour améliorer la productivité du travail en agriculture biologique. Et je trouve que ça, c'est une question assez fondamentale, évidemment, dans un temps de travail qui est possible et dans une organisation à l'échelle de l'exploitation agricole qui est possible. Ces éléments de contrainte étant bien sûr très importants. Et donc, en agroécologie, finalement, cette question de l'optimisation et de la valorisation de la productivité du travail, est-ce qu'on pourrait la poser comme ça? Parce qu'on voit qu'en fonction des situations que vous avez indiquées, il y a des possibilités ou pas d'avoir des valorisations économiques, il y a des possibilités ou pas de compenser des fortes pertes, des fortes réductions de coûts, parfois par moins de travail et des prix meilleurs, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, the devil is in the details, disent nos amis anglo-saxons. Et en fait, je me demandais si, en fait, on pouvait reformuler ou pas la question sous la forme là, comment optimiser le temps de travail disponible pour améliorer la productivité du travail en agroécologie. Et c'est intéressant que vous puissiez me dire que je fais fausse route parce que j'aime bien avoir vos argumentations pour continuer à y réfléchir. Merci d'avance. Oui, c'est une question très intéressante. Je sais pas si on va peut-être laisser la parole aux personnes qui veulent intervenir en priorité, mais ça mériterait réponse, clairement. Robin, Eric et puis Thibaut Martin. Pierre. Robin, on t'entend pas. Je pense que c'est mieux, t'es au micro d'être. Ok, c'est bon. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Eric, parce qu'effectivement, finalement, c'est pas si grave que d'avoir utilisé ça, enfin d'avoir utilisé les termes controverses. C'était un bon prétexte pour lancer cette discussion entre des gens de discipline et de posture très différentes. Et effectivement, quand on regarde ça d'un point de vue des mondes que ça définit, elles sont pas toutes incompatibles parce que ça dépend finalement des cas auxquels on les applique. Et comme la définition elle-même de l'agroécologie, elle était restée vague et assez générale, chacun a pu y retrouver dedans des éléments d'argumentaire. Mais derrière ça, ça montre bien qu'on a besoin d'être beaucoup plus précis et d'être plus attentif. Enfin, on l'est déjà, mais de continuer à être précis et attentif sur ce sur quoi on travaille, comment on le traite, et de bien montrer la portée, les limites de nos conclusions en fonction des sujets sur lesquels on travaille. Moi, j'avais une question, enfin pas une question, mais une interrogation. Qui ne va pas surprendre grand monde, je pense, c'est que je me suis dit finalement que là, on était en train de travailler de répondre à la question à partir de ce que l'on sait aujourd'hui des pratiques agroécologiques et pas du tout à partir de ce que l'on pourrait considérer comme le savoir de demain sur les pratiques agroécologiques, enfin sur l'agroécologie en général. Et donc, on pourrait avoir maintenant une question subsidiaire ou complémentaire qui serait l'agroécologie entraînera-t-elle nécessairement une augmentation du temps de travail, de la pénibilité, entraînera-t-elle nécessairement une augmentation de la satisfaction? Enfin, vous voyez, donc donner une dimension dans laquelle on pourrait commencer à introduire aussi toutes ces transformations en cours qui vont sensiblement modifier la façon dont l'agriculture va être pratiquée, mais aussi les attentes des consommateurs par rapport aux produits agricoles, etc.
Voilà. Merci Romain. Eric Scopel. Oui, merci. Je me permets de. Au moment, c'est pas la pratique que les animateurs du CTS interviennent dans le débat, mais comme c'est pas tout à fait mon domaine de recherche, je me permets de donner mon sentiment et surtout l'illustration de la complémentarité entre ce qu'a présenté David et ce qu'a présenté Eric et comment le changement d'échelle de l'exploitation par rapport à l'analyse purement de la pratique peut changer complètement le regard qu'on peut porter sur la pertinence ou non d'une pratique selon qu'elle est ou non elle est insérée dans une transformation beaucoup plus systémique à l'échelle de l'exploitation. Parce que la technique du design, en particulier, c'est faux de dire que c'est que dans les projets qu'elle existe de façon traditionnelle, de son origine, sauf qu'elle a un sens dans la mise en place par les producteurs pour revaloriser des aires qui sont complètement dégradées pour produire la partie des cultures vivrières qui sont pas, pour lesquelles l'exploitation manque de surface plus favorable pour produire. Et que c'est la seule façon de produire effectivement ces céréales nécessaires à la survie de l'exploitation. Mais ça vient dans une organisation de l'exploitation qui redonne du sens finalement au surplus de travail pour la mise en valeur de ces terres dégradées par rapport à d'autres terres qui sont utilisées pour d'autres activités. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que cette vision systémique de la réorganisation à la fois des flux de biomasse, des flux, effectivement, des produits et leur réorganisation du travail au sein d'une diversité d'activités de l'exploitation demande un ajustement. Et on voit bien que Eric l'a présenté comme une transition, effectivement, une adaptation des exploitations qui partent d'un certain point et qui petit à petit réorganisent complètement la façon de s'organiser et d'organiser leurs activités. Et je pense que ce changement d'échelle au niveau de l'exploitation, il est quand même fondamental pour trouver de la légitimité beaucoup souvent à ces changements, et en particulier sur la notion de travail, parce qu'effectivement, c'est une réorganisation à la fois des activités, mais aussi de la force de travail de l'exploitation pour arriver à mettre en place l'ensemble de ces changements. Et donc, je trouve que ça a vraiment du sens que de regarder à la fois les leviers techniques et souvent aussi comment ils viennent s'insérer dans les exploitations, où ils viennent prendre leur place dans le temps et dans l'espace, in fine, dans des processus en transition. La question, c'est plus après par où on y rentre dans ces transformations, par où les producteurs commencent, qu'est-ce qui commence à changer et comment petit à petit ils font évoluer leur système de production. Et je trouve que c'est quand même un assez gros défi, mais qui souvent permet de dépasser le débat. Oui, ça demande plus de main-d'œuvre et donc ça ne va pas être accepté par les producteurs. Est-ce que avant de passer la parole à Thibaut Martin, David, tu veux réagir, puisque là, tu as été quand même assez directement visé par les propos. Un petit peu de piment. Non, c'est mon ancien directeur d'unité, je ne peux pas me permettre ce genre de choses. Ouais, bon, on va dépasser les liens. Non, mais c'est simplement à mettre sur le dos de l'expérience. Moi, j'ai mangé moins de terrain d'Eric. Donc oui, de fait, tous les ailes que j'ai vus étaient des ailes faits par des projets ou des gens qui avaient significativement 10 à 100 fois plus de ressources que les gens du village, c'est-à-dire les chefs du village, les chefs religieux. C'était les seuls mecs qui pouvaient se permettre de payer 100 mecs pour y faire du zaï, quoi. Maintenant, il me reste 30 ans de carrière devant moi où j'aurai sans doute l'occasion de croiser des paysans qui le font pour revaloriser des terres extrêmement dures comme on l'apprend dans les livres. Mais de fait, aujourd'hui, moi, je n'ai vu ça que dans des projets. Mais le zaï, c'est une pratique paysanne, David. Oui. Si tu vas dans les IPL de Nord Ouaga, tu les retrouves. Il faut t'éloigner des villes, David. Voilà, mais ça, je n'avais pas le droit de le faire dans ma première affectation. Je le ferai dans ma deuxième affectation, Inch'Allah. Ok, merci. Thibaut Martin. Oui, c'était pour continuer un peu dans le sens d'Eric. Je trouve que ce qui manque peut-être dans ce débat, c'était sur la répartition du temps de travail. C'est-à-dire que c'est pas forcément plus de travail, mais c'est peut-être un changement dans la façon de travailler. Ce que j'ai pu voir de mon expérience en comparant les systèmes conventionnels avec des systèmes agroécologiques, c'est que les systèmes agroécologiques demandent d'être plus souvent présents. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de diversification des cultures. Il faut effectivement mieux surveiller ces plantes, apporter plus de matière organique dans du sol. Et ça demande en fait un mutualisme. Ça demande une meilleure collaboration. Et après, d'ailleurs, dans le cadre d'un projet où on avait formé les agriculteurs à l'agroécologie, ceux qui sont passés en transition agroécologique ont monté tout de suite une association pour travailler ensemble, alors qu'avant, ils travaillaient chacun de leur côté. Donc peut-être le temps de travail était le même, mais avec des pics.
Alors que là, on a un système agroécologique, comme il disait, l'avantage de se mettre à plusieurs, c'est que si on a une course à faire en ville, si on doit s'absenter, bah, on a quelqu'un qui peut faire peut-être pas forcément grand-chose, mais voilà, faire une petite tâche qui demande à être faite et sinon, bah, il faut être en permanence sur son exploitation parce qu'il y a toujours quelque chose à faire en système agroécologique, contrairement au système conventionnel. Donc ça, en fait, ça interroge le mutualisme et l'association, le travailler ensemble et l'échange de compétences. Il y a aussi dans les systèmes agroécologiques énormément un besoin de connaissances et le fait d'être à plusieurs finalement permet de cet échange de connaissances et permet un enrichissement mutuel. Donc cette question du travail, elle interroge aussi sur la façon de travailler ensemble. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou peut-être dans le chat, Nadine, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. David, tu veux... Vas-y. Ton micro est coupé. Un commentaire un peu naïf, mais Eric me corrigera. C'est que de fait, moi, ce que je vois sur le terrain sur certaines pratiques, c'est que ça génère plus de travail, peut-être avec plus de valeur, plus de sens, etc. Ce qui me fait peur, c'est que les raisonnements qui ensuite s'interrogent sur ce travail, dans quelle mesure il est opportun, dans quelle mesure il peut créer de l'emploi, dans quelle mesure il peut créer une nouvelle économie, c'est pas les paysans qui le décident, quoi, tu vois. Et donc, ça va se décider dans d'autres sphères qui vont essayer peut-être de légitimer ou de donner du sens à ce travail-là. Mais tu vois, je me demande si dans quelle mesure les paysans, en tout cas particuliers, hein, dans les contextes où moi j'ai pu travailler, c'est-à-dire vraiment des paysans extrêmement pauvres, vont pas être victimes d'une forme de politisation positive de ce travail en plus. Voilà. C'est parce que moi, je les ai eu face à moi, me dire que non, franchement, voilà, c'est bien votre truc, mais non, c'est trop de travail, je peux pas. Et puis je me dis, c'est très bien tous ces raisonnements qu'on fait, de se dire oui, mais attention, ça peut être vertueux, attention, quel travail. Et puis finalement, ça va être décidé en haut, et puis ça va finalement faire que ça va être validé, socialement validé, et puis ça va lui redescendre dessus, puis on lui expliquera que c'est lui qui doit travailler en plus, quoi. Donc, dans quelle mesure les pays dans lesquels on travaille au CIRAD, les paysans sont assez impliqués dans les sphères supérieures dans lesquelles va se décider si ce travail en plus ou différent est socialement acceptable? Moi, personnellement, j'ai des doutes là-dessus, quoi, parce que c'est malheureux. Bon, il s'avère que c'est même des pays actuellement qui sont dirigés par des militaires, donc c'est pour vous dire à quel point c'est particulier. Mais voilà, ça me pose la question dans quelle mesure les paysans seront dans les instances qui pourront réfléchir à cette manière de travailler qui est différente. Ok, merci David. On va prendre trois derniers commentaires. Eric Juste, Rémi Kahn et puis Robin Bourgeois. Et après, on passera à la conclusion. Oui, juste un commentaire complémentaire. C'est évident que tout ce qui a été dit, et c'est Éric Sabourin qui l'a indiqué, c'est un contexte local dépendant. Donc, en fait, c'est dépendant des conditions agronomiques, c'est dépendant des conditions pédoclimatiques, c'est dépendant des chaînes de valeur, c'est dépendant de la culture, c'est dépendant de l'organisation des marchés, c'est dépendant de beaucoup de choses, en fait. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on ait une évaluation multifacette, de la prise en compte de toutes les facettes du travail que vous avez absolument bien en fait identifié dans les travaux que nous devons mener sur l'agroécologie au CIRAD. Et ça me semble absolument essentiel. Il faut qu'on se mobilise là-dessus de façon coordonnée et interdisciplinaire, comme l'a fort bien explicité Tasqueux. Le deuxième point que je trouve qu'il faut mettre en avant pour nous, CIRADiens, c'est que peut-être, mais c'est peut-être que j'ai une vue biaisée, mais j'ai l'impression qu'on s'intéresse insuffisamment à la question de la nécessité de réduire le travail manuel, la pénibilité du travail. Ça a été explicité aussi par le fait que certaines tâches pénibles reposent sur certains groupes. Il y a une question de genre. Et donc, cette question-là, il faut aussi qu'on la traite sans doute mieux et plus explicitement pour être crédible après dans la vraie vie. Et je rejoins ce qu'a dit David, effectivement, il faut faire attention à ne pas se laisser emporter par la flamme parfois de certaines justifications très larges, très positives, alors que l'envers du décor,
n'est pas si positif. Donc, il nous faut une grande vigilance, une analyse multifacette de ces aspects du travail. C'est absolument essentiel. Sinon, nous ne serons pas crédibles dans les travaux d'agroécologie et les innovations qu'on pourrait proposer. Et je le retiens pour moi-même et je le retiens aussi pour le département de Persiste pour nous inciter à vraiment aller sur ce terrain-là. Voilà. Merci en tous les cas pour cette animation fort intéressante. Merci. Rémi? Oui, il y a beaucoup de points que vient de souligner Eric, que je voulais aussi souligner. Ce qui me semble important, c'est de tenir compte de la valorisation du travail de production ensuite dans l'écoulement de la production. Si on encourage à travers l'agroécologie plus de diversification, plus de diversité dans les produits, avec donc forcément des volumes par produit un peu plutôt réduits. Derrière, l'écoulement, toute l'organisation des filières qui, par économie d'échelle, essaye au contraire d'avoir un maximum de production sur un produit, pour ensuite mieux valoriser une transformation, une commercialisation, de la conservation. Si tout cet environnement post-production n'est pas mis en place, et sans compter aussi les politiques publiques, les réglementations, les certifications, etc. Si ça n'est pas mis en place également, en fait, les producteurs, ils vont pas y trouver leur compte. Donc il faut s'intéresser à la partie production, mais aussi regarder ce qui est derrière et ce qui valorise le travail des producteurs dans l'écoulement et dans la valorisation de leurs produits. Ok, merci Rémi. Et puis enfin Robin? Oui, rapidement, juste pour dire, par exemple, au Sénégal, on a quand même des dynamiques à l'échelle nationale qui impliquent des organisations de producteurs, des organisations des ONG, etc., comme la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, avec ses branches locales. Donc, il y a effectivement aussi des contextes dans lesquels il y a une mobilisation et une, entre guillemets, politisation du mouvement qui permet de porter non seulement le discours, mais aussi les pratiques à une échelle qui transforme les façons de penser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi que j'ai quand même l'impression qu'on reste vachement sur de l'agroécologie du passé, quoi. C'est-à-dire sur le travail, c'est très clair. Quelles sont les techniques agroécologiques de demain qui permettront de, entre guillemets, résoudre ou de donner à l'agroécologie une dimension plus supérieure à celle de l'agriculture conventionnelle. Je me souviens d'une enquête qui avait été faite à un moment donné sur les jeunes agriculteurs au Kenya. On leur demandait: est-ce que vous voudriez être agriculteur dans 15 ans? Et bien évidemment, tout le monde avait dit non, parce que ce qu'ils avaient en tête, c'était: est-ce que je ferais la même chose que mes parents dans 15 ans? Si on leur avait posé la question qu'est-ce qui ferait que dans 15 ans vous serez agriculteur, je pense que les réponses auraient été très différentes. Et donc on pourrait très bien aussi poser cette question-là sur les agriculteurs aujourd'hui, en leur disant: qu'est-ce qui fait que dans 15 ans vous seriez 100% dans l'agroécologie? Voilà, ce genre de choses, ce genre de réflexion qui dépasse un peu nos schémas de pensée conventionnels et habituels. Je pense que ça serait pas mal aussi de les mettre en place. Ouais, merci Robin pour ces propositions-là. Et puis merci à tout le monde pour les commentaires et aux intervenants, aux personnes qui ont 4 personnes qui ont défendu leur posture. On va passer à la conclusion du séminaire, si sauf s'il y a une objection majeure à ça. Donc Benoît de Dieu, il est grand par la taille, mais il est grand par l'esprit de synthèse, en tout cas on l'espère. Et donc il va essayer de faire une petite synthèse un peu avec ce regard un peu décalé extérieur, puisque là on est aujourd'hui une communauté cyradienne, et donc l'idée c'était d'avoir aussi ce point de vue extérieur de quelqu'un qui travaille sur le travail depuis assez longtemps. Voilà, donc Benoît, je te laisse la parole pour 10 minutes. Oui, merci Pierre, merci de m'avoir invité à
à cette forme d'échange entre vous que je ne connaissais pas et que je découvre avec beaucoup d'intérêt, ces controverses à la fois appuyées sur un stage et puis sur des expressions bien contrastées de ce qu'il y a en relation avec le thème. Donc je ne vais pas commenter tout ce qui a été dit parce qu'il y a eu énormément de richesse dans les exposés. Je vais juste faire peut-être 4 points que m'évoquent un peu les discussions et qui font écho à l'expérience que je peux avoir du travail, alors essentiellement en situation française, mais aussi en Amérique latine, et puis depuis 2-3 ans en Afrique avec Pierre, Sarah et d'autres, autour de l'agroécologie et du travail. Le premier point, c'est peut-être de dire, derrière le mot travail, peut-être que l'a dit, il y a une polysémie, il y a différentes déclinaisons, et celle souvent sur laquelle on revient, celle au pluriel, souvent sur lesquelles on revient, c'est celle du travail vu comme l'articulation entre des tâches et des travailleurs, qu'on peut voir à l'échelle d'un individu. Un individu a un portefeuille de tâches à réaliser au cours de la journée, de l'année, de la campagne, etc. Ou à l'échelle de l'exploitation. Il y a différentes tâches à réaliser, il y a différentes personnes pour le faire, et on peut rentrer dans comment tout ça est distribué, est associé. Et derrière, se poser des questions sur les implications sur la santé, les implications sur la productivité du travail, etc. Il y a une deuxième déclinaison que vous avez aussi beaucoup évoquée, qui est celle de l'emploi. Alors derrière l'emploi, il y a toujours un peu, qu'est-ce qu'on met derrière ça? On met effectivement des compétences, on met aussi, quand on parle d'emploi décent, le terme a été utilisé, des contrats, de la protection sociale, de la capacité à défendre des droits, donc peut-être d'autres dimensions que celles qui ont été intégrées, mais la question de l'emploi est toujours un petit peu présente parce qu'il y a bien un marché de l'emploi, il y a bien de la demande d'employés, éventuellement de salariés, etc., qui est à prendre en compte. Puis la troisième dimension, derrière la reformulation du mot travail, c'est, moi, quand on me demande quel est mon travail, je dis je suis chercheur. En fait, je parle de mon métier. Je parle de mon métier avec ses normes, avec ses valeurs, avec ses indicateurs, avec ses pratiques identitaires. Et cette notion de métier, elle a finalement relativement peu été évoquée. Or, elle est beaucoup en débat dans les travaux que réalisent mes collègues, par exemple, sur ce qui a trait au changement de métier quand on s'engage dans la transition agroécologique à une échelle de changement radical systémique, si vous voulez. Donc ça veut dire, derrière ça, le rapport à la nature va changer, le rapport à l'autonomie en intrant va changer, le rapport à l'observation sensible, des choses que vous avez évoquées va changer. Et de fait, quand on utilise, je pense aujourd'hui, quand vous avez utilisé beaucoup le terme de travail, c'était un emprunt à ces 3 dimensions. Mais peut-être que la dernière, qui est de dire il faut changer de vision de métier, il faut changer de farming styles ou de monde professionnel, comme diraient les gens de l'ergonomie, c'est aussi quelque chose qui est en débat. On ne change pas de rapport à la nature, on ne change pas de rapport à l'autonomie de façon facile, et ça fait partie des enjeux de la transition. Le deuxième point, c'est que ça a été évoqué aussi chez vous, c'est que derrière le travail, est-ce qu'il y a plus de travail sur l'agroécologie, c'est où sont les travailleurs dont on va parler. Beaucoup de travailleurs sont invisibles. Alors pour certains, la question, ça sera la reconnaissance du travail des femmes, qui ne sont pas forcément exprimés par des enquêtés qui vont par hommes masculins, hommes qui vont répondre et qui vont répondre de façon générale, mais sans spécifier le travail des femmes. Et c'est aussi, ça a été évoqué, le rôle de salariés permanents, de salariés temporaires, de journaliers, etc. Et que donc derrière la transformation qui est en débat dans l'agroécologie, c'est aussi la mise en exergue de qui fait quoi dans l'exploitation, à différents niveaux, au pic, comme dans les moments de creux, et en quoi tout ce qui va se transformer, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de raisonner, va impacter l'ensemble. Et c'est cet ensemble vraiment qu'il faut qu'on tienne en compte, sans se limiter, moi je trouve, à ce qui arrive parfois, parce qu'on n'a pas trop la possibilité d'enquêter tout le monde, à la vision de l'agriculteur, quand on lui demande si son travail change, si le travail change, on ne sait pas s'il répond son travail change, ou s'il répond le travail sur la ferme, ce que font les uns et les autres change. Et je pense que c'est un élément important à pointer. Le troisième élément, c'est que moi, je ne mets pas la satisfaction au travail comme un des éléments de votre cercle. Pour moi, la satisfaction au travail, c'est une vision, une expression par un acteur, un travailleur, bon, souvent c'est l'agriculteur, mais on pourrait la poser à tout le monde, de qu'est-ce qui est important pour lui, qui fait qu'il se sent bien dans son travail. Ben, ça peut être des questions de santé, ça peut être des questions de pic, de temps de travaux cumulés, de pénibilité, d'autonomie, etc. Et donc, je ne mettrai pas la satisfaction au même niveau, parce qu'en fait, vous avez une sorte d'équivalence entre satisfaction et sens du travail. Le sens du travail est une dimension de la satisfaction,
Mais quand on s'intéresse à la notion, parce qu'il y a la littérature sur job satisfaction, work satisfaction, aussi bien-être au travail, etc., c'est bien l'ensemble qui est en débat. C'est-à-dire le sens, la durée, la pénibilité, la santé, etc., etc. Et donc pour moi, je le retirerai pour dire que c'est une lecture transversale qu'on demande autour des dimensions du travail, qu'on demande à une personne d'exprimer, sachant qu'on a toujours les deux formules, qui sont on fait une enquête objective avec des critères au départ, où on demande des gens de mettre en avant ce sur quoi est basée leur satisfaction ou leur insatisfaction au travail. En tout cas, moi, il me semble que c'est extrêmement important de continuer à travailler non seulement sur des évaluations des formes d'organisation du travail, sur le plus ou le moins de travail, mais aussi sur la façon dont les gens ressentent. Et la notion de satisfaction au travail est une des façons d'aborder les choses. Il y en a plusieurs, mais elle est extrêmement importante. Et elle peut permettre aussi l'expression propre de ce qui est important pour les agriculteurs. Je rappelle, en France, on parlait dans les années 70-80 de conception du travail qui était le labeur paysan, c'est-à-dire une conception du travail où vie professionnelle et vie privée étaient complètement imbriquées et on était là pour travailler. Cette notion-là, je pense qu'elle a une certaine valeur, une existence du côté des travailleurs dans d'autres pays du Sud, c'est-à-dire que voilà, on est dans une situation où ce qui fait nous, le sens, le rapport à des valeurs, la possibilité de prendre des congés, la possibilité de s'occuper de ses gosses tous les jours, etc., n'est pas du tout exprimé comme tel par les personnes. Et donc, cette satisfaction, elle est aussi à repositionner par rapport à la façon dont les gens perçoivent c'est quoi leur conception du travail. Et il y a, je pense, différentes conceptions du travail, et celle qui s'est imposée dans un pays comme la France depuis une trentaine d'années n'était pas celle qui existait avant, celle du labeur paysan où tout est mélangé, on vit comme ça, point, et on travaille comme ça. Et puis je terminerai par un dernier point qui est de dire, finalement, je ne sais pas si on va jamais réussir à répondre à la question est-ce que l'agroécologie c'est plus de travail ou moins de travail. Et puis est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que c'est ça le sujet? Voilà, est-ce que le sujet, c'est pas, comme certains d'entre vous l'ont dit, c'est de trouver les moyens d'accompagner, de rendre plus vivable, de rendre plus satisfaisant pour les gens, en fonction de ce qui est important pour eux, les transformations du travail qui accompagnent la transition agroécologique. Alors, c'est des questions sur la mécanisation, par exemple, c'est des questions sur aussi des ajustements de conduite, c'est-à-dire que le top des agronomes n'est pas forcément toujours bien facile à mettre en œuvre. Et donc, on peut se poser la question de savoir si on peut simplifier ce qu'on demande au travail. C'était un des points qui est arrivé très, très fortement chez nous, en France, quand les gens ont commencé à parler de monotraite. Imaginez les généticiens, imaginez leur tête, imaginez tous ceux qui parlaient de rendement. C'était quand même une vision de la simplification du travail qui était motivée, simplification de la conduite, qui était motivée par les questions de travail. La question, c'est les conséquences sont-elles bien supportables aussi, il y a des contreparties, voilà. Mais en tout cas, on peut raisonner les transformations du travail, chercher des solutions en jouant sur des registres qui sont ceux de la conduite, des choix techniques, qui ne sont peut-être pas obligés d'être top du top, de la mécanisation et des choix autour de la main-d'œuvre. A été évoquée la question de faire ensemble, ça peut être aussi la place des prestations de services qui prennent du poids dans certaines situations, ou du salariat, ou des formes de salariat et des rôles des uns et des autres. Voilà, donc ça, je pense que la question du travail, est-ce qu'il y a une demande en travaillant plus, sans s'occuper de savoir finalement quelles sont les catégories de travailleurs qui pourraient être concernées? Ça, c'est pas très intéressant. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à démontrer, parce qu'il y a plein de facteurs de variation des temps de travaux, il y a plein de facteurs de variation de la pénibilité du travail, que l'agroécologie, toutes choses égales par ailleurs, ce qui n'existe jamais dans la nature, apporte plus ou moins de travail. Donc peut-être que c'est pas une très bonne question. Par contre, c'est de dire, oui, si on veut faire la promotion de l'agroécologie, posons-nous les questions des transformations du travail et des solutions que nous pouvons discuter avec les agriculteurs, co-concevoir avec eux pour résoudre le type de problème qu'ils ont. Et puis le dernier point que je donnerai, c'est celui, on associe l'agroécologie donc à des questions environnementales et puis la question de l'emploi elle arrive. Et on se dit, est-ce que ça va être en capacité de créer des emplois et donc de contribuer à résoudre les problèmes de la démographie, l'arrivée des jeunes sur le marché du travail, notamment en Afrique, etc. Il faut alors à ce moment-là apporter une autre notion. C'est celle de l'attractivité des profils de travail, des profils de tâches donnés aux personnes, l'attractivité des choses-là. Et on peut y accéder à cette question d'attractivité pour les jeunes, de ce qui pourrait être des emplois créés, parce que ce n'est pas parce qu'il y aura des emplois possibles que les jeunes vont venir. On le voit bien.
Les jeunes sont attirés par la ville. Les jeunes préfèrent acheter une mobilette et faire transporteur de personnes que d'aller travailler dans les fermes. On voit ça. Donc, peut-être cette question d'attractivité, il faut aussi se la prendre. Et en se posant la question, et en posant la question aux jeunes, qu'est-ce qui fait que vous resteriez ou que vous allez partir de votre emploi ou de votre travail agricole? Voilà. Merci, c'était les commentaires que je retire de cette séquence extrêmement intéressante, très foisonnante, mais le sujet ici prête, parce que le travail c'est quand même polysémique, c'est ça le point de départ. Mais voilà, il y a peut-être des questions à serrer et à catégoriser. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci Benoît. Sarah, tu as un commentaire? Et puis après, je ne sais pas si Eric et Nadine voulaient dire un mot de fin, parce qu'on arrive à la fin du séminaire. Merci à tous pour tous ces commentaires. Moi, je suis ravie de ce que j'ai entendu, hein, notamment les retours d'Éric Juste, de Rémi, et puis le dernier commentaire de Benoît. Hein. C'est vrai que voilà, on a fait une proposition justement de ne pas rester sur la dimension charge de travail, temps de travail, et d'élargir à différentes dimensions pour mettre en avant ces articulations et ce besoin d'être dans du contexte spécifique pour accompagner différentes situations. Et in fine, on se retrouve bien sur le fait que les vraies controverses sont très très rares. Il y a beaucoup de complémentarité. Et sur le point aussi sur la satisfaction, effectivement, c'est un aspect sur lequel on travaille ensemble avec Benoît depuis peu. Et ce travail avait commencé avec Cyril, avait commencé avant, et je rejoins aussi cette grille d'analyse aurait mérité effectivement de ne pas mettre satisfaction, tout comme emploi d'ailleurs, on aurait pu les traiter de façon séparée. Donc à suivre. Merci. Et le mot de la fin, Nadine et Eric, je ne sais pas. Merci à vous. Eric l'a souligné, c'est la première fois qu'une autre équipe prend en charge ce format de controverse en agroécologie. J'ai beaucoup appris, moi aussi, c'est pas une thématique centrale dans mes travaux. Et donc merci à vous. Je crois qu'il ne faut pas retenir plus longtemps les collègues. Je vois que plusieurs sont en train de se déconnecter. Merci aussi aux collègues qui ont défendu des postures. C'est bien sûr à chaque fois un peu caricatural, mais l'idée c'est vraiment de faire discuter autour d'une thématique. Et je pense qu'il y avait dans le chat une conclusion un peu comme ça, d'avoir un fil rouge et un débat autour d'un même sujet creusé ensemble. C'est un peu ça l'enjeu. Donc merci à tous. Eric, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Non, je remercie l'équipe, les collègues de Ardenne, hein, pour cet exercice, effectivement. Dire que probablement on identifiera la prochaine question de controverse assez tôt pour la partager et voir s'il y a d'autres collectifs qui sont disposés à jouer le jeu aussi, qui sont intéressés à profiter de cet espace de réflexion sur les controverses pour creuser leur propre thématique de recherche. Hein. Et voilà, c'était très positif et je les remercie encore une fois. Merci à tous. Merci. Donc, à bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée à tous et à toutes. Salut, bon week-end, merci à toutes et tous. Salut. Merci aux témoins. Alors, je pense que Sarah, il faut que tu arrêtes l'enregistrement. Ou je peux le faire peut-être. Si je quitte la réunion, ça suffit pas? Ah bah c'est bon. C'est bon. Arrêtez. J'ai arrêté l'enregistrement parce que en fait